Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous allons continuer la suite, Inch'Allah, de notre séminaire consacré à l'acte 3 donc, de l'histoire de l'Empire ottoman. Et nous sommes toujours dans la biographie et dans la vie du sultan Mourad II. Nous allons maintenant rapidement nous arrêter auprès de ce qui a suivi l'accord ou le traité d'Andrinople. Donc je rappelle, le traité d'Andrinople, c'est celui qui fut signé par Mourad II avec les puissances européennes chrétiennes après les deux défaites qu'il a subies. Et il a préféré signer ce traité-là pour éviter des conséquences beaucoup plus graves. Sachant qu'il y avait des fois des tensions qui s'étaient ravivées au sein de l'Empire, il a tenté par là d'apaiser la situation, le temps de ramener le calme au sein de la maison. Après qu'il ait signé cet accord, il perd son fils dans un accident. Son fils qui est donc Alauddin qui décède. Et le décès de Alauddin l'a profondément touché. Non seulement il a été profondément touché, mais en plus de cela, il commençait à sentir une certaine fatigue et lassitude. Et c'est là qu'il décide de se retirer du pouvoir. Il se retire du pouvoir en 1444 et il ramène son fils, Mehmed II. Mehmed II est intronisé comme nouveau sultan. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Au moment où Mehmed II est introduit comme sultan, il a 12 ans. Il devient sultan à l'âge de 12 ans. Il est trop jeune. Il est trop jeune, il n'a pas assez d'expérience politique, militaire, etc. C'est vrai qu'il était gouverneur dans une région. Adolescent, vous imaginez, il était gouverneur en étant adolescent. Mais il n'a pas d'expérience de chef d'État comme son père. Ça demande un peu plus de temps. Quoi qu'il en soit, c'est la règle. Il doit lui succéder et il lui cède le pouvoir. Et lui se retire. Donc il se retire dans un village où il va, à Amasya, où il va se consacrer à l'adoration, la prière, les invocations, lecture du Coran, bref, l'ibada. Il va se consacrer à l'adoration et l'ibada. Il voudrait terminer ses jours dans l'adoration. Le problème sera le suivant. Violation du traité et nouvelle offensive européenne en direction d'Andrinople. Lorsque les puissances chrétiennes, puissances européennes chrétiennes, qui sont signataires donc, du traité d'Andrinople, lorsqu'elles apprennent que le lion, parce que pour eux c'est un lion, le lion s'est retiré pour se reposer et que c'est son fils, un jeune garçon de 12 ans qui n'a pas d'expérience, qui arrive au pouvoir, ils se sont dit c'est maintenant qu'il faut profiter de l'occasion et ils vont violer le pacte dont il était prévu qu'il dure 10 ans. Ils vont violer le pacte et regardez la combine de certains de ces rois chrétiens avec la bénédiction du pape, c'était de se dire de toute façon nos accords avec les infidèles sont nuls et non avenus. Parce que parlons des musulmans, parce que ce sont des infidèles, des mécréants, donc nous n'avons pas à respecter nos engagements vis-à-vis d'eux. Alors ils trahissent, ils violent donc cet engagement-là, et ils décident donc de marcher en direction d'Andrinople. Le gouvernement ou la cour du sultan Mourad II, qui entoure donc le jeune sultan Mehmet, voyant le danger venir, il dit c'est un jeune garçon, il n'a pas d'expérience. Il faut appel à son père. Il le supplie de revenir, de reprendre le pouvoir. Ton fils, il n'est pas capable il est trop jeune. Il n'est pas capable d'affronter toutes ces puissances européennes. Toi, tu es quelqu'un d'aguerri, tu as de l'expérience, tu es un fin stratège. Et c'est là que le sultan Mourad II va revenir et va reprendre ses fonctions sur insistance de la cour royale, du gouvernement donc, ottoman, à la tête duquel il y avait un grand vizir, Sadr al-A'zam, qui s'appelait Jandarli Khalil Basha. Jandarli Khalil Basha, qui était le premier ministre donc, de l'Empire ottoman, qui est un homme d'un certain âge, très aguerri, très expérimenté, un vétéran de la politique.
Donc il connaît tous les rouages de l'État, il connaît tout. Et pour lui, ce garçon est trop jeune, il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Alors il insiste pour que le père revienne. Effectivement, le père revient. Et lorsqu'il revient, il va directement prendre le commandement des troupes pour aller à la rencontre des puissances chrétiennes. Ah oui, ça va être un grand problème, ça. Pendant cette bataille va se passer dans un endroit qui s'appelle Varna. On appelle ça la bataille de Varna. C'est une bataille historique, hein, ça s'est passé en 1444. Voilà, Varna, elle est ici, là. C'est vraiment au sud de la Bulgarie. C'est ici qu'est la bataille. Andrinople est là. Donc eux, ils arrivent d'un peu partout. Ils foncent vers Andrinople. Et le sultan, Bruce et Bursa, hein, le sultan Mourad II, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la rencontre. Il n'attend pas qu'ils arrivent vers Andrinople. C'est trop tard. Il va à leur rencontre. Et lorsqu'il va à leur rencontre, il va ici, dans ce point-là, à Varna. Je rappelle, c'est au sud de la Bulgarie. Et lorsqu'il arrive là-bas, une bataille qui va durer 3 jours va se dérouler dans ce lieu-là. Au début, tous les signes indiquaient que c'était les puissances chrétiennes qui allaient l'emporter. Les Ottomans étaient sur le point de perdre. Mais voilà que les puissances européennes commettent une erreur fatale. Pourquoi? Parce que vous avez le roi de Hongrie, Ladislas II Jagellon, le roi de Hongrie qui est, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, il a décidé de foncer vers les Ottomans, et en fonçant vers les Ottomans, il se fait tuer. Alors que c'est lui l'un des grands chefs. Et cette mort subite de ce roi va déstabiliser le camp chrétien. Et cette déstabilisation morale et psychologique du camp chrétien va faire que les Ottomans vont reprendre la main et vont donc contre-attaquer. D'ailleurs, on va voir, Inch'Allah, l'emplacement. Regardez, voilà, vous avez ici une carte qui marque un peu l'emplacement des troupes de chacun des deux camps. Donc en bleu ici, vous avez les forces ottomanes. Ici, c'est le poste de commandement, là où était le sultan Mourad II. Donc on peut suivre les numéros ici. L'aile droite, c'est le 1. Il est là, le 1. L'aile gauche, ici, c'est la cavalerie, est ici. L'aile d'extrême gauche, c'est le 3. C'est aussi la cavalerie. Et ça, c'est les troupes de réserve. D'accord? Les janissaires surtout. Et les chrétiens sont ici. Les forces européennes chrétiennes sont ici. D'accord? On revoit de nouveau ici cavalerie royale hongroise, polonaise, unité bosniaque, unité des évêques, cavalerie lourde hongroise, et ainsi de suite. Et ici le campement chrétien, donc le commandement qui se trouve ici. Donc ils vont s'affronter dans cette zone-ci. D'accord? Vous avez une image ici de cette bataille qui se soldera, comme je l'ai indiqué, par la mort de Ladislas III Jagellon, qui est le roi de Pologne et de Hongrie. Et sa mort, c'est un tournant tragique pour les puissances européennes, parce qu'elles sont démoralisées par un grand chef. Et en plus, lui, le pire dans l'histoire, c'est que lui, c'est l'un des signataires, l'un des principaux signataires donc, de la trêve, de la paix d'Andrinople. Et donc, il trouve la mort là-bas. Et ainsi donc, cette bataille est gagnée par le sultan Mourad II. Il se retire à nouveau du pouvoir. Une deuxième fois, il est sorti du pouvoir. D'accord? Mais il y a une remarque aussi que je voudrais vous faire par rapport à cette bataille. C'est que cette bataille qui fut emportée pour finir par les Ottomans va mettre à genoux la Hongrie pour 10 ans. Pendant 10 ans, les Hongrois ne seront plus capables militairement de mener la moindre campagne contre les Ottomans. Ils vont subir d'énormes pertes. Et suite à cela, je rappelle, le sultan donc, se retire à nouveau. Et il se retire. Et lorsqu'il se retire, pas pour très longtemps, parce qu'en 1446, on l'appelle de nouveau. On lui dit, viens, il y a encore un problème. Ton fils maintenant, qui a 14 ans, qui est redevenu sultan, il a un deuxième problème. C'est quoi ce problème? Il y en a deux même. Le premier problème, c'est la mutinerie
des janissaires. Les janissaires, c'est la troupe d'élite du sultan. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que les janissaires, ils obéissent au doigt et à l'œil du sultan Mourad II. Ils ont peur de lui. C'est un chef qui a de l'autorité, il a une forte personnalité. Mais quand il voit un jeune garçon de 14 ans, comme Mehmed II, il dit c'est un gamin qui va nous diriger. Alors ils ont commencé à provoquer certaines mutineries et rébellions. Et de nouveau, le Premier ministre, Jandarli Khalil Bacha, pour lui, Mehmet n'est pas capable, il est trop jeune, il n'est pas capable de régler ce problème-là, il faut que le père lui vienne. Parce que le père, s'il vient, les janissaires auront peur de lui. Il va très vite mettre de l'ordre, sa connaissance, sa fermeté, il va très vite mettre de l'ordre. Et une remarque très importante. Durant ces intermittences de pouvoir, il faut savoir que Mehmed II est en train d'apprendre de grandes leçons. Il est en train de forger sa personnalité. Parce qu'il se frotte au pouvoir de près. Bon, lui, il était dans une province très lointaine, gouverneur. Là, ici, il est au centre du pouvoir. Il voit son père, comment il réagit, comment il gère les affaires. Il va apprendre de son père. Et ça, c'est important aussi aujourd'hui pour les parents. Les enfants, par rapport à leurs parents, que les parents puissent léguer certaines de leurs expériences de vie à leurs enfants. Et non pas considérer leurs enfants comme étant des abrutis, des incapables, ils ne savent jamais rien faire, ils ne savent ni faire des courses, ni clouer un trou, ni quoi que ce soit. Donc il faut leur donner de l'expérience, il faut que les parents leur lèguent l'expérience. C'est ainsi que se transmet l'héritage donc, entre générations. Et c'est ce que fait ici donc, le sultan Mourad II, et c'est ce qu'apprend en même temps Mehmet el-Fatih. Il y a un autre problème aussi qui motive le retour de Mourad II, c'est qu'il y a de nouveau de l'instabilité dans les Balkans. Pourquoi? Parce que les vaincus d'hier, ceux qui ont perdu dans la bataille de Varna, vous vous souvenez de la bataille de Varna, vu il y a quelques instants, les vaincus d'hier vont essayer de déstabiliser les Balkans. Ils vont essayer de grignoter ce qu'ils peuvent dans les Balkans. D'accord? Et une fois de plus, le sultan Mourad II va aller à leur rencontre et il va les battre. Il va les battre dans la plaine du Kosovo, en 1448. Vous avez ça là, en 1448. Il va les battre. Il va les tailler en pièces et ils vont comprendre dès lors qu'avec le sultan Mourad II, il n'est pas question de tester sa patience. Il ne faut pas tester sa patience. Et surtout pas sa fermeté. C'était une tentative, une fois de plus, qui va se solder par un échec, tout simplement. Et en attendant, je vous rappelle, le jeune garçon grandit à l'ombre de son père. Il voit, il observe, et il prend de l'expérience. Donc la bataille de Kosovo, je vous rappelle, en 1448, Kosovo qui est dans les Balkans, certains gouverneurs locaux avec d'autres nations chrétiennes ont essayé de remettre le feu dans les Balkans pour déstabiliser une fois de plus l'Empire ottoman et surtout profiter de l'absence du père qui est retourné dans sa tanière ou dans sa mosquée donc à Massia pour se reposer, donc se consacrer à Dieu. Cette tentative sera une fois de plus un échec pour eux, mais il n'aura plus beaucoup de temps à vivre. Oui, avant ça, peut-être souligner qu'il va mourir, le sultan va mourir en 1451. Le sultan Mourad II décède en 1451, mais il laisse un garçon mature. Enfin prêt. Maintenant, il peut lui transmettre les rênes du pouvoir. Il n'a pas à craindre pour lui. Mais l'arrivée au pouvoir de Mehmed II ne va pas être facile. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Essayons de voir un peu de plus près les principales réalisations accomplies sous le sultanat de Mourad II. Épanouissement de la littérature, on l'a vu. Il a même transformé son palais en académie littéraire. 2 jours par semaine, le sultan Mourad II recevait les poètes, les hommes de lettres, les historiens, les philosophes, les savants, les théologiens. Il les recevait dans son palais et il échangeait avec eux, il débattait avec eux. Et il se montrait très généreux à leur égard. Il leur donnait des sommes donc, colossales qu'il distribuait afin de récompenser avec générosité donc, ces gens qui quelque part, concourent à développer la civilisation ottomane. Parce que l'Empire ottoman, ce n'est pas seulement les conquêtes. L'Empire ottoman, c'est aussi une civilisation, c'est une culture aussi. C'est un art. Ok ?
Développement urbain, il va développer les villes qui sont sous son autorité, il va asphalter les routes, d'accord. Il va donc, à l'époque c'était pas l'asphalte, c'était le pavé, il va paveter les routes. Il va sécuriser également les routes, les chemins qu'empruntent les caravanes, etc., seront dans leur grande majorité très sécurisés. L'application de la loi musulmane aussi, il est très strict à ce niveau-là, en termes de justice, en termes de respect des enseignements de l'islam, et ça, ce sera l'une des causes de sa force aussi. Parce qu'Allah Azza wa Jal, Dieu, on le sait très bien, n'apporte son soutien et son assistance qu'à celui qui est fidèle à lui. Lorsqu'on a un dirigeant qui tourne le dos à la loi musulmane, eh bien, il peut supplier qui il veut, il n'aura rien. En revanche, à chaque fois qu'un dirigeant veille à être fidèle aux enseignements de l'islam, à les faire régner dans son territoire, ben c'est clair qu'il ne pouvait qu'en tirer profit pour non seulement la pérennité de son pouvoir, mais aussi la grandeur de sa nation. D'ailleurs, il y a un proverbe arabe qui dit « Al-adlu asasul mulk ». Donc la justice, c'est le fondement même de la royauté, donc de la perpétuité, donc de la royauté. Donc c'est une chose très importante. Et c'est l'un des traits caractéristiques de cette période. Construction de mosquées et d'écoles. Il va dépenser aussi beaucoup d'argent pour construire les mosquées, les écoles. Et à cette époque-là, la plupart des écoles étaient rattachées aux mosquées. La plupart des écoles, d'ailleurs pour ceux et celles qui ont peut-être visité Istanbul et d'autres villes de Turquie, ils ont dû remarquer ça. Les grandes mosquées, Süleymaniye, Muradiye, etc., on y trouve en annexe des écoles, des dispensaires. En fait, la mosquée de l'époque, il y avait animé une véritable vie sociale. Ce n'était pas juste les gens viennent prier et partent. Il y avait toute une vie sociale. Il y avait l'éducation, il y avait des cours, il y avait des rencontres, il y avait des débats. Et on formait des élites aussi. On formait des élites dans ces mosquées, dans ces écoles. Donc la mosquée jouait plusieurs rôles. D'ailleurs, jusqu'à présent, les mosquées ottomanes, jusqu'à maintenant, enfin les mosquées turques, qui sont un peu héritières de l'époque ottomane, les mosquées turques aujourd'hui ont encore mis en place une sorte de complexe. Elles sont structurées sous forme de complexe. Il y a plusieurs services. Il y a un endroit, une sorte de cafétéria-terrasse pour boire un petit thé, il y a un autre endroit pour une autre activité. Ils ont encore regardé ça, c'est très bien. C'est très très bien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà un exemple. Ça, c'est la mosquée, on l'appelle la mosquée Muradiya. Mosquée Muradiya. Qui sait où se trouve cette mosquée? Où se trouve cette mosquée? Pardon? Andrinople, tout à fait. Ça, c'est la mosquée d'Andrinople. Et il y a aussi cette très belle mosquée, on l'appelle la mosquée aux 3 balcons. La mosquée aux 3 balcons, vous voyez, les balcons sont là. Hein. 1, 2, 3. À l'intérieur, il y a des balcons. Et d'ailleurs, l'un des plus grands architectes de l'Empire ottoman, qui va consacrer le summum de l'architecture ottomane, c'est Mi'mar Sinan Basha, qui était l'architecte attitré du sultan Sulayman le Magnifique. Il va se baser sur ce type d'architecture, qui est bien avant lui, pour construire les autres mosquées. Regardez Süleymaniye, si vous avez l'image encore en tête de Süleymaniye, c'est un peu le même style. Il y a plusieurs étages, vous voyez. C'est ce qu'on voit ici. Donc il y a eu des chefs-d'œuvre architecturaux dont on ne peut que saluer donc, leurs auteurs et surtout à leur tête le sultan Mourad II. Donc Mourad II va décéder à quel âge d'après vous? Ce grand homme, il va mourir jeune, à 47 ans. Il décède à 47 ans. Et avant de mourir, il dit, s'il vous plaît, faites en sorte que ma tombe soit la plus simple possible. Je veux que ma tombe rappelle aux gens l'éphémérité de la vie. Je veux que les gens, lorsqu'ils voient ma tombe, ils se rappellent que j'étais sultan, je ne le suis plus. J'étais sultan, je suis un simple mortel comme tout le monde. Que ça rappelle la mort aux gens. Voici le tombeau du sultan, donc Mourad II.
il est très simple par rapport à d'autres. On va voir celui de Mehmet II qui est un peu plus décoré. Il est beaucoup plus, regardez. En fait, celui-là est considéré comme étant un tombeau assez sobre. Pour l'époque, hein. Assez sobre. D'accord? Et voilà que se termine le règne d'un grand homme qui a préparé le chemin à son fils, Mehmet II, que l'on surnommera donc Mohammed al-Fatih. Et sans plus tarder, nous allons découvrir maintenant. Alors là, Mohammed al-Fatih, c'est une autre histoire. Vraiment, c'est une autre histoire. Pourquoi je vous dis que c'est une autre histoire? Parce que ce jeune garçon, à 21 ans, à 21 ans seulement, c'est un jeune homme, à 21 ans, il va entrer par la grande porte de l'histoire, il va prendre place dans la galerie des géants de la Oumma. Il y a une galerie des géants dans notre histoire, il y a des icônes. Dans cette galerie, il y a le prophète, il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Uthman, il y a Ali, il y a Salah ad-Din Ayyubi, tous les grands qui ont dirigé la Oumma, qui ont été des personnalités charismatiques qui ont porté sur leurs épaules l'avenir et le destin de la Oumma. Eh bien, Mohammed al-Fatih, à l'âge de 21 ans, il va intégrer cette galerie. Il va faire partie de celle-ci. Autrement dit, Mohammed al-Fatih, Mehmet II, va devenir, depuis sa prise de Constantinople qu'on va découvrir ensemble, il va devenir, pas seulement pour nous les musulmans, même pour les occidentaux, il va devenir une légende. Comme Salah ad-Din Ayyubi. Salah ad-Din Ayyubi, c'est une légende aussi. Les Européens ont écrit des romans sur lui. Eh bien, notre Mehmet II, Mohammed Fatih, va entrer par la grande porte de l'histoire, malgré son jeune âge, 21 ans. Et on verra que c'était un génie, un vrai génie, un garçon d'une intelligence exceptionnelle. Espérons que nos jeunes soient, Inch'Allah, à sa hauteur en termes d'intelligence et de perspicacité. Découvrons maintenant, Inch'Allah, si vous me le permettez, les grandes lignes de la biographie de Mehmet II. Donc, on l'a compris, c'est le fils de Mourad II. Il est né à Edirne, donc la capitale, Andrinople, en 1432. Il a deux surnoms, on l'appelle Abul Khayrat. Abul Khayrat qui est le père de tous les biens, ou les bienfaits. Et Al-Fatih, ce titre, il ne le prendra que lorsqu'il va conquérir Constantinople. C'est là qu'on va lui donner ce titre de Al-Fatih. Aujourd'hui encore, ça sonne. Et d'ailleurs, en Turquie, moi qui suis parti souvent en Turquie, quand je croise mes frères turcs là-bas, chaque fois que je discute avec eux, comme ça on passe, on discute, on échange. Quand l'un d'entre eux a des enfants avec lui, comment il s'appelle ton fils? Mon fils s'appelle Mehmet Fatih. Masha'Allah. Et celui-là, comment il s'appelle? Celui-là s'appelle Suleyman. Et celui-là c'est Salim. Et ça renvoie à chaque fois. Nos frères turcs sont très fiers. Ça renvoie à chaque fois. Ces prénoms renvoient à leur histoire, enfin, qui est aussi notre histoire à nous, à l'histoire de leurs ancêtres et des nôtres, qui étaient donc les sultans ottomans. Donc il y a de quoi être fier de ces grands personnages. Il n'y a pas que les Européens qui ont leurs grands personnages, Napoléon et César et je ne sais qui d'autres. Nous en avons d'autres qui ont aussi leur part de succès, avec certitude. Donc il a reçu son éducation dans l'école des princes à Edirne. C'est une école que son père avait fondée pour former les cadres et surtout les princes de la famille royale. Il faut savoir que l'un des domaines dans lequel excellait Mohammed Fatih et qui le passionnait, c'était l'histoire. C'était un passionné d'histoire. Et d'ailleurs, il a étudié l'histoire musulmane et aussi, plus particulièrement, il a étudié l'histoire de sa propre famille, la dynastie ottomane. Et en étudiant son histoire, il a tiré des leçons, des réussites, des échecs, des points forts, des points faibles, afin d'y remédier. Et l'histoire a façonné aussi, autant son père l'a façonné, l'histoire a aussi façonné sa personnalité. Et vous allez comprendre pourquoi dans les événements, Inch'Allah, qui vont suivre. C'était le deuxième d'une fratrie de 14 enfants. Donc son père avait 14 enfants. Il était gouverneur de la ville de Manisa, qui est à l'ouest de la Turquie. C'était un jeune garçon, 10-11 ans. Il était gouverneur d'une province. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait nos jeunes à 10-11 ans? Ils font quoi?
PlayStation et... Comment ça s'appelle le jeu? Hein? Vous êtes professionnel tout, hein? PSP, je ne sais quel autre jeu. Voilà quoi il joue. Lui, déjà, 10, 11 ans, il est déjà gouverneur. Une province entière, il la dirige. C'est lui qui la dirige. Tu vois? Et c'est un garçon de caractère. Il avait un caractère très difficile, mais qui va jouer en sa faveur. On va voir ça, Inch'Allah. Donc, il a accédé au trône 2 fois, en réalité 3 fois, comme on l'a expliqué là tout à l'heure. Enfin, 2 fois avant de devenir sultan, hein, en 1444, 1440. 1444, lorsque les puissances européennes ont voulu prendre Andrinople, je vous le rappelle, il y a eu la bataille de Varna, et en 1446, lorsque les janissaires se sont soulevés, et qu'il y a eu aussi des rébellions dans les Balkans. Et lui, il a eu 4 garçons, parmi lesquels on retrouve son fils, donc Bayezid, qui sera Bayezid II, qui va lui succéder, qui est aussi un fameux sultan à la personnalité assez forte. Alors, parmi les traits de sa personnalité, il avait une forte personnalité. Ah, alors là, c'était quelqu'un qui n'aimait pas être contrarié. Une très forte personnalité. Et il était imposant. Religiosité et ascétisme, comme son père. Il était très religieux, très penché sur la prière, sur le dhikr, donc les invocations, lecture du Coran, etc., le jeûne. Et ascète, il n'est pas intéressé. Ce n'est pas parce qu'il est sultan qu'il va jouir de la richesse. D'ailleurs, durant tout son règne, il ne va même pas profiter de ces richesses énormes que l'Empire ottoman va amasser à travers ses conquêtes. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est le cas de tous les sultans. Un tout petit peu moins pour le sultan magnifique qui, malgré sa toute-puissance, va profiter un peu des bienfaits. Mais ceux qui viendront après vont commencer à manger le gâteau. Le gâteau de leurs ancêtres, ils vont le manger. Ils vont baisser leurs bras et puis ça va passer à la dégringolade, à la décadence. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Fermeté, obstination. Ah, alors là, c'était quelqu'un d'une obstination. Fermeté, il est comme son père. Obstination, il était obstiné. Il avait un caractère assez pas facile à gérer. Il y avait une anecdote. Il avait un professeur, enfin son père plutôt, lorsqu'il était occupé par les affaires de l'État, et que lui était gouverneur dans la ville de Manissa, son père lui envoie à chaque fois un professeur. Et chaque fois qu'il lui envoie un professeur, ce professeur revient et dit « Ton fils, il ne veut pas étudier. Et il ne veut pas terminer le Coran. » Alors, que fait le sultan Mourad II? Il désigne un autre professeur qui était un professeur qui avait aussi un caractère très dur, très sévère, qui s'appelle le Cheikh Al-Kourani. Il lui dit « Tiens, voilà un bâton, tu vas avec chez mon fils. » Alors il va avec, ça c'est anecdotique, il va avec le bâton jusque chez son fils. Il rentre dans le palais de son fils, qui bon, c'est un gamin, mais il est gouverneur. Il rentre chez lui et il dit « Je suis le professeur que ton père a envoyé vers toi pour t'enseigner le Coran, que tu puisses terminer. » Et clôturer le Coran. Il s'est mis à rire. Une manière de dire « T'es pas le premier. Moi je suis occupé, je suis en train de gérer les affaires de l'État. » Alors il va lui donner une bastonnade, il va lui donner un coup très dur, et depuis ce jour-là, Mehmed II a eu peur de son professeur. Et il va terminer très vite le Coran. Très vite, il va terminer le Coran. Et ça prouve quelque part que, moi je ne dis pas qu'il faut user de la violence, mais quelquefois la fermeté donc, extrême, elle donne quelquefois de bons résultats. Donc ici on voit que ce garçon est obstiné. En fait, ce caractère obstiné va lui servir pour la conquête de Constantinople. On va voir maintenant, tous ses conseillers, ses ministres vont le décourager. Non, c'est une folie ce que tu vas faire, c'est impossible. Tous tes ancêtres ont essayé, il dit, moi je ne vais rien savoir. Moi cette ville, je la veux. C'est elle que je veux. Je suis décidé, j'irai jusqu'au bout. C'était de la folie. Il n'est pas normal ce garçon. Et pourtant il va l'apprendre. Il aura raison. Il avait du caractère, il dit, moi je ne me laisse pas faire. J'ai un projet, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas au milieu du chemin, comme nous on fait aujourd'hui. Ok ? C'était un chef militaire redoutable, d'ailleurs les Européens le reconnaissaient, c'était un chef militaire redoutable. Les armées européennes chrétiennes ont eu affaire à lui à maintes reprises et ils savent qu'est-ce qu'il vaut. Et c'est un génie en stratégie. D'ailleurs il va concevoir une stratégie qui va abasourdir les Byzantins, ils vont dépasser par les événements, ils ne vont pas s'attendre à ce qu'il va leur faire. Je vous laisse découvrir ça, Inch'Allah, dans quelques instants. Goût pour les sciences, les arts et la littérature. Lui aussi était poète. Il aimait la littérature.
Il aimait les sciences, les arts. Il parlait plusieurs langues. Il parlait l'arabe, il parlait le turc, il parlait le latin, la langue persane et le grec également. Il parlait plus de 5 langues. C'est quelqu'un de très très instruit. D'ailleurs, il aura même, après la prise de Constantinople, il aura même des débats interreligieux avec des membres du clergé orthodoxe. Il est de niveau, il est capable de débattre avec eux. Il a une très grande culture, très grande connaissance. Rahimahullah. Lui aussi, comme ses ancêtres, a également eu un très grand intérêt pour la construction de mosquées et d'écoles. On verra ça vers la fin. Voilà. Alors maintenant, les premiers actes posés par le sultan Mehmed II. Lorsqu'il arrive au pouvoir, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va mettre de l'ordre à l'intérieur. Il va réorganiser de fond en comble l'appareil de l'État. De fond en comble. Vraiment. Il va réorganiser l'administration des provinces. Je vous dirai pourquoi maintenant. Restructuration des finances publiques. Il va définir avec exactitude quelles sont les sources des finances publiques, d'où proviennent-elles et dans quoi doivent-elles être dépensées. Il faut que l'argent soit géré intelligemment et avec justice et équité. Il interdit strictement toute forme de gaspillage. On ne gaspille pas l'argent. Chaque pièce d'or a son pesant d'or et doit être utilisée à bon escient. Il confirme et destitue des gouverneurs de province lorsqu'il voit que certains gouverneurs ont failli à leurs devoirs, ont été négligents dans la gestion de leur province, il les démet, il en place d'autres. Développement et restructuration de l'armée. Il va développer l'armée, il va les doter des armes les plus modernes de l'époque. Aussi avec un entraînement de haut niveau. Il va faire de l'armée des janissaires une armée de professionnels. Parce qu'il fait tout ça parce qu'il a un plan. Il ne l'a pas encore dit. Il a un plan, il le prépare. Il va également augmenter le salaire, la solde des soldats. Il va l'augmenter. Il va créer ce qu'on appelle un diwan, une sorte de registre de l'armée où les noms des soldats sont repris. Ça, c'est par rapport à l'armée. Modernisation de la cour impériale. La cour impériale, c'est tout le gouvernement qui est autour de lui. Il va les former à ce qu'ils puissent avoir de meilleures aptitudes et de meilleures compétences sur le plan administratif, sur le plan également militaire. Il ne faut pas que ce soit que le chef qui fasse tout. Il faut que vous aussi, vous puissiez comprendre, utiliser des cartes, comprendre le rapport de force entre nations, etc. Donc il va essayer de développer la cour avec beaucoup de succès parce qu'il a un grand projet qu'il n'a pas encore dévoilé et il veut que cet État ottoman soit un État solide avant de s'avancer. Constantinople ou le déclin d'une cité impériale. Constantinople, on l'a surnommé la Nouvelle Rome. Constantinople, son nom c'est Constantinopolis. Ça c'est son nom latin. Constantinopolis. Et Constantinople, mes chers frères et sœurs, c'est une ville qui a été fondée par un empereur qui s'appelle Constantin. D'ailleurs, la ville tire son nom la ville porte son nom quelque part. D'accord ? Constantin. C'est intéressant de savoir un peu, de connaître quelques brins d'histoire de cette ville, parce qu'il faut savoir qu'au moment où l'Empire romain d'Occident part en décomposition, les provinces d'Orient, elles, prennent leur indépendance. Et nous avons un nouveau pôle qui naît en Orient et qui se dénomme l'Empire byzantin. L'Empire byzantin. Et qui a pour capitale Constantinople. C'est là que Constantin s'est installé. Et il fonde cette ville en 330. Il a fait un choix très judicieux. Il a choisi Constantinople parce qu'elle ressemble beaucoup à Rome. À quel niveau? D'après vous, à quel niveau, tiens? Le paysage, tu es presque. Si tu m'apportes une autre précision. C'est ça? Il va reproduire effectivement l'architecture de Rome, il va la reproduire à Byzance même, enfin à Constantinople. Mais il y a une autre raison. Non.
il y a une rupture religieuse qui va se produire, certes, parce que Rome est catholique, Constantinople est orthodoxe. Ça, c'est vrai. Oui, j'ai ça. Développer, allez plus loin, vous n'êtes pas loin. En fait, voilà, je vais développer votre réponse, vous avez donné quelques éléments. En fait, Constantinople a un point commun avec Rome. C'est une ville qui repose, qui va faire construire sur 7 collines. Sur 7 collines, comme Rome. Et c'est pour ça qu'il va l'appeler la Nouvelle Rome. C'est pour cette raison, parce qu'elle ressemble à Rome sur ce plan-là, mais elle a un avantage que Rome n'a pas. La ville de Constantinople est plus protégée contre les attaques étrangères que Rome. Rome n'arrive pas à se défendre. Elle n'a pas de relief naturel qui la défende des attaques du nord, des barbares. Et des Germains surtout, des Allemands. En revanche, Constantinople, elle a un relief naturel défensif. Et elle aussi, elle a la mer. Donc on a le Bosphore, la Corne d'Or, donc Marmara également. Elle est entourée par des zones maritimes qui la protègent. Et qui la rendent quelque part... qui la rendent intouchable, voilà, c'était le mot que je cherchais, qui la rendent intouchable. Alors notre cher Constantin va bâtir donc cette ville et il va reproduire la plupart des bâtiments prestigieux qu'on trouve à Rome, il va les reproduire à Constantinople parce qu'il veut absolument que Constantinople ressemble à Rome. Tout, les hippodromes, les palais, beaucoup de bâtiments officiels et comment dirais-je, qui sont officiels et d'autres qui ont d'autres fonctions, même les églises, il veut que ces bâtiments puissent quelque peu ressembler à ce qui existe donc, à Rome. C'est pour ça qu'il a appelé donc, la nouvelle Rome. Ça, c'est très important, ça. Bien sûr, cette ville va garder son nom Constantinople jusqu'à sa chute en 1453. C'est là que Mohammed Fatih va lui donner un autre nom. Il va l'appeler Istanbul. Istanbul, la cité de l'islam. Vous voyez? Et le fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, si je ne me trompe pas, en 1932 ou 1936, il va procéder à la réforme donc, de l'alphabet et ils vont modifier le nom en le faisant passer d'Istanbul à Istanbul. D'accord? Sinon, la ville s'appelait Istanbul. Ça, c'était par rapport à l'histoire de Constantinople. Comme ça, vous savez un peu, vous connaissez un peu l'histoire de Constantinople. On a vu maintenant un bref aperçu historique de l'histoire de la ville de Constantinople. Sainte-Sophie. Je vous parle de Sainte-Sophie parce que Sainte-Sophie, elle était aussi, les bases de Sainte-Sophie ont été jetées par l'empereur Constantin. Et cet édifice sera terminé par son fils qui s'appelle Constance. Constantin, qui est le fondateur de Constantinople, jette les bases, les fondations de cette grande cathédrale, église, basilique, qui portera le nom de Hagia Sophia en grec, qui signifie donc sagesse divine, d'accord? Sagesse divine. En arabe, ce sera Hagia Sophia. Il jette les bases, c'est son fils qui va terminer le travail. Et au fur et à mesure, bien sûr, ce bâtiment va connaître une série de développements. Il prendra feu à 2 reprises, il sera incendié à 2 reprises, en 404 et en 532. Il sera incendié suite à des révoltes qui vont secouer la ville. Et ces rebelles ou ces révolutionnaires ou ces révoltés vont saccager l'église et elle sera à chaque fois reconstruite. Et à chaque fois qu'elle est reconstruite, on tend à l'améliorer, à la faire grandir, à l'embellir, etc. On lui rajoute des coupoles, etc. etc. Ok? Jusqu'à ce que l'empereur Justinien, il va lui donner la forme définitive qui sera celle que l'on connaîtra lors de sa chute entre les mains des Ottomans. Un immense bâtiment, très grand bâtiment.
Et ils veulent que ce soit un peu l'équivalent de l'église Saint-Pierre de Rome. Mais pour l'Orient. C'est l'équivalent. Il y a eu 6 tentatives en vue de conquérir Constantinople. On va voir ça très rapidement, Inch'Allah. On a vu ça c'est Constantin Ier. Donc c'est à lui qu'on attribue le nom de la ville Constantinople, Constantinopolis. Vous avez ici une vue de la ville. Donc au IVe siècle. Voilà encore une autre vue. C'est une très belle ville, hein, une très très belle ville. On dirait qu'on est à Rome. Voyez-vous? Vous avez encore une autre vue ici. Là de nouveau, vue sur mer. Donc de la ville de Constantinople. Regardez comme sont très beaux ces bâtiments. On va voir maintenant. Voilà, ça c'est la maquette de Sainte-Sophie. À quoi elle ressemblait. Vous voyez? Ça c'est la maquette. Il y a eu 6 tentatives avant Mohammed Fatih. Il y a eu 6 tentatives en vue de conquérir Constantinople. Pourquoi ces tentatives? Pourquoi est-elle si importante cette ville? Pourquoi ils n'ont pas essayé de, je ne sais pas, de prendre un autre endroit? Parce qu'en fait, il y a une tradition prophétique. Il y a un hadith rapporté par Ahmed dans son Mousnad, dans lequel le prophète sallam dit La taftahunna al-Qustantiniya, fala ni'ma al-amir amiruha, wa la ni'ma dhalika al-jaysh, ou la ni'ma al-jaysh dhalika al-jaysh. Vous allez certes conquérir Constantinople, et ô combien sera honorable le commandant qui va la prendre, et ô combien sera honorable l'armée qui la prendra. Alors, beaucoup de dirigeants musulmans ont voulu s'inscrire dans la logique de cette tradition prophétique, ont voulu gagner ce mérite de faire partie de ce meilleur commandant dont le prophète a témoigné en leur faveur. Ils vont tous échouer, sauf Mohammed Fatih. Vous comprenez maintenant pourquoi il est rentré par la grande porte de l'histoire à 21 ans? Sauf lui. Découvrons ensemble maintenant les différentes tentatives de conquête. Il y a eu 6 tentatives. La première, c'est à l'époque du califat de Uthman ibn Affan, en l'an 653 de l'ère chrétienne. Uthman ibn Affan envoie une troupe et elle échoue, elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que Constantinople est encore assez forte, mais en plus de ça, je l'ai dit là tout à l'heure, elle est bien protégée. On parlera plus tard. Notre sœur avait fait allusion à ça là tout à l'heure par rapport aux fortifications. On va parler que c'est une ville à la base imprenable. Mais Mohammed Fatih, il a la solution qu'il faut pour ça. Sur le califat de Muawiyah ibn Abi Sufyan, que Dieu lui accorde sa grâce et sa clémence, en l'an 672, une deuxième tentative, elle aussi, elle échoue. Sous le califat Omeyyade de la dynastie Omeyyade de Sulayman ibn Abd al-Malik, en 717 de l'ère chrétienne, encore une nouvelle tentative. Elle se soldera par un échec également. Même sous le califat abbasside al-Mahdi, en 779-79, une nouvelle tentative qui, elle aussi, se soldera par un échec. Le sultan Bayazid Ier. Le sultan Bayazid Ier qui est... C'est qui, le sultan Bayazid Ier? C'est le grand-père... C'est le grand-père de Mourad II. Et c'est l'arrière-grand-père de Mohammed Fatih. Lui aussi va tenter sa chance, mais sans succès. Mourad II, on l'a vu là tout à l'heure, en 1422, il va assiéger la ville, mais il sera obligé de lever le siège lorsqu'il apprend que les Byzantins ont poussé son frère Mustapha à se révolter du côté de Iznik, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, mes chers frères et sœurs, toutes ces tentatives, il y en a 6 en tout, elles se sont toutes soldées par un échec. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'expédition menée par... je vais retourner en arrière ici, tac, tac. Dans l'expédition envoyée par Muawiyah, il y avait plusieurs compagnons dans les rangs de cette armée. Il y avait Abdullah ibn Omar, le fils de Omar al-Khattab. Il y avait Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas qui est le cousin du prophète, c'est le fils de l'Abbas, l'oncle du prophète. Et il y avait un autre compagnon qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari, que les Ottomans vont vénérer. Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari va mourir auprès des murailles de Constantinople. Il sera enterré là. Il sera enterré auprès des murailles de Constantinople.
Et je ne sais pas qui est, ceux et celles qui ont peut-être vu la première vie, qui ont suivi le premier séminaire en vidéo, où je parle de la cérémonie d'intronisation d'un sultan, et ça commencera à partir de Mohammed Fatih. Chaque sultan qui est intronisé, on l'emmène jusqu'à la mosquée d'Abu Ayyub al-Ansari, et c'est là qu'on lui remet le sabre du fondateur de la dynastie. Le fondateur. C'est qui le fondateur? Il s'appelle Uthman. On lui remet le sabre. C'est symbolique. Bien sûr, après, il doit le remettre, hein, il ne peut pas le garder. Et il se le transmet de génération en génération. Abu Ayyub al-Ansari donc mourra blessé près des murailles de la ville de Constantinople. Il sera enterré là. Et d'ailleurs, pour honorer sa mémoire et pour créer une filiation symbolique avec lui, Mohammed al-Fatih va ériger une mosquée près de sa tombe. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont été à Istanbul, la fameuse mosquée Sultan Ayoub, eh bien, la tombe du compagnon, elle est là. Et la mosquée a été construite sur ordre de Mohammed Fatih, pour honorer ce compagnon qui est arrivé jusqu'aux portes de Constantinople. Et c'est une manière pour Mohammed Fatih de dire, cher compagnon, tu es arrivé jusque-là, moi je parachève ton travail. Moi je prends la ville. D'accord? Mourad, on l'a vu. Ça, c'est une image un peu qui illustre le siège donc, de Constantinople. C'était très difficile de prendre la ville. Très difficile. Maintenant, nous allons voir 1453, conquête de Constantinople. Nous allons voir maintenant l'état de Constantinople avant la conquête. Le sultan Mehmed II annonce publiquement, il réunit son conseil, il leur annonce publiquement, j'ai décidé de partir à la conquête de Constantinople. Les premiers préparatifs en vue de la conquête, mise en garde de l'empereur Constantin XI et appel de secours lancé au pape et aux nations chrétiennes. Tout ça, on va voir maintenant, Inch'Allah. Maintenant, découvrons donc l'état de Constantinople. Eh bien, s'il y a une chose à dire par rapport à Constantinople, c'est que déjà, cette capitale de l'Empire byzantin, c'est une capitale en pleine décadence. L'Empire byzantin est très faible. Ce n'est plus l'Empire byzantin d'antan. Il n'a plus de force. Déjà, il est réduit à pas grand-chose. On va voir une image dans pas longtemps. Nous allons voir une photo, une carte qui va nous démontrer cela. En plus de ça, l'Empire byzantin a beaucoup de problèmes. Il s'est inscrit dans des conflits perpétuels et continus avec les puissances européennes. Vous savez pourquoi? Parce que les puissances européennes chrétiennes, qui sont latines, catholiques, ont toujours voulu s'emparer de Constantinople et l'intégrer au reste de l'Europe. Or, les Byzantins, de leur côté, à leur tour, ont toujours été très jaloux de leur indépendance, parce qu'ils sont orthodoxes et parce qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité du pape. Ils ne la reconnaissent plus. Vous voyez? Donc face à ça, ce qui est frappant, c'est que les Byzantins ont une très grande rancune envers les Européens. Parce qu'en 1204, les puissances européennes montent une croisade. Ils s'emparent de Constantinople, ils la saccagent, ils profanent même l'église Sainte-Sophie, ils font des massacres parmi leurs frères et sœurs de foi. Seulement, eux sont catholiques, les autres sont orthodoxes. Ils les massacrent. Bien entendu, le pape de l'époque va désavouer ce geste, mais ce qui est fait, c'est trop tard. Pour Byzance, autant elle a beaucoup de tensions avec l'Europe chrétienne, autant elle s'allie avec l'Europe chrétienne quand elle sent le danger pointer à l'horizon. Mais c'est une affaire de cartes qu'on échange, de cartes d'intérêt, si vous voulez, qui s'échangent entre eux. Tantôt ils sont en conflit, tantôt ils se réconcilient provisoirement, et puis dès que la tempête passe, ils sont de nouveau en conflit et ils sont repartis. Je rappelle que ces tensions qu'il y a entre Byzance, qui a pour capitale Constantinople, et le reste de l'Europe, ce sont des tensions d'ordre politique et aussi d'ordre religieux également. L'Empire byzantin souffrait de problèmes internes, l'injustice, la dégradation morale. Ce n'est plus l'Empire byzantin brillant de l'époque, à l'époque du prophète, sallam, et bien après. C'est une société en pleine décadence, elle est en pleine chute libre. Les gens se plaignent beaucoup aussi de leurs dirigeants, etc.
Donc il y a beaucoup de tensions donc, intérieures. Peut-être ici vous donnez la carte. Regardez, vous avez vu ici, c'est très simple. Regardez ici, voilà ce qui reste de l'Empire byzantin. Il est encerclé des deux côtés. Ça c'est l'Empire ottoman. En jaune et ici en jaune encore. Cet émirat sera très vite annexé par après. C'est un émirat assez rebelle. Regardez, l'Empire ottoman encercle Byzance des deux côtés. Parce que pour les sultans ottomans misaient sur le long terme. Ce qu'on ne prendra pas maintenant, on le prendra peut-être dans 2 siècles, mais on a le temps. Avançons doucement. D'accord? Et les Byzantins avaient aussi un autre territoire que vous voyez ici, donc du côté de la Grèce. Très bien. Ah, maintenant là, ça va être un problème. Ça va être un grand problème maintenant. Mohammed Fateh réunit son conseil. C'est une image, hein, c'est pas vraiment lu, mais c'est une image qui représente un peu l'ambiance de l'époque. On appelle ça le diwan. Le diwan, c'est le conseil. Le conseil où le sultan se réunit avec ses ministres, avec ses chefs militaires, etc. Alors il les réunit tous, avec à leur tête ce premier ministre vétéran, ce grand vizir Sadr al-A'zam, qui se dénomme, qui se rappelle son nom? Ça commence par un J. Qui a dit Jandarli? Oui, terminé. Jandarli Khalil Basha. Jandarli Khalil Basha, qui était aussi ministre de son père. Lorsque Mohammed Fateh annonce à ses ministres, à ses commandants, à son conseil, il leur annonce: j'ai décidé de mener ce projet qui doit me conduire à la prise de Constantinople, ça a créé une stupéfaction incroyable. Ils étaient choqués. Ils étaient retournés. Qu'est-ce que tu racontes? Tous tes ancêtres ont essayé. Il n'y en a aucun qui a réussi. Et en plus de cela, notre État il est encore fragile. Il a plein d'ennemis. Est-ce que tu veux dresser contre nous toute l'Europe? Et le premier qui s'est opposé à lui, et d'ailleurs il y a eu des tensions entre eux, bon, je ne sais pas s'il ressemblait à ça, en tout cas c'est certains peintres italiens qui le représentaient comme tel, c'est son ministre, son grand ministre, Jandarli Khalil Basha. Ce premier ministre qui a une longue expérience de gestion d'État, d'affaires d'État, diplomatie, etc., lui il dit non, il dit ce qu'on devrait faire maintenant, c'est faire de la diplomatie, de la politique. On doit mener une politique d'apaisement avec l'Europe, avec Venise, avec Gênes, avec l'Empire byzantin. On ne doit pas attirer sur nous les loups. Ce n'est pas le moment. Mais rien à faire. Mohammed Fateh a décidé, rappelez-vous ce que je vous ai dit là tout à l'heure, c'est quelqu'un d'obstiné. Quand il a une chose en tête, ce n'est pas possible de la retirer. Et en plus de cela, Mohammed Fateh a un avantage. Il a un très grand avantage. C'est qu'il a le soutien de l'un de ses plus grands professeurs, le cheikh Ara Shamseddin. Le cheikh Ara Shamseddin, qui était l'un des précepteurs de Mohammed Fateh. Le cheikh Ara Shamseddin l'a encouragé en lui disant: c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi pour prendre Constantinople. Donc tu dois continuer, va devant. N'écoute pas ces gens-là. Et donc pour finir, eh bien, tous les ministres vont se ranger à son avis. Ils n'auront pas le choix, parce que c'est lui qui dirige. Et pour cela, il va commencer les préparatifs. Mais avant d'arriver aux préparatifs, une question que je voudrais vous poser. Pourquoi auparavant il a mené toute une restructuration des finances, de l'État, de l'armée? Pourquoi il a fait tout ça? Il a mis de l'ordre dans les provinces également. Oui, cher ça. Tout à fait. En fait, ici, ce qui l'a poussé à faire ça, c'est mettre de l'ordre à l'intérieur de l'Empire. Il est en train de, si vous voulez, de répondre à l'une des lois universelles, Sunna Kawniyya, que Dieu a instituée. C'est que il faut absolument concrétiser, concrétiser l'unité, al-wahda. Il faut être uni, il faut être un seul bloc. Parce que si on part pour un grand projet comme celui-là, alors qu'on est divisé,
ce projet volera en éclats. Il faut être unis. Et bien sûr, lorsque Mohamed Fatih, qui mémorise le Coran quand même, qui a une grande culture religieuse, lorsqu'il démarre avec cette optique-là, c'est parce qu'il est conscient, entre autres, de ce verset « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » وَلَا تَنَازَعُوا, ne vous disputez pas. فَتَفْشَلُوا, vous risquez de vous affaiblir. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, et votre force partira dans le vent. Donc il est conscient. Donc dans la première étape, il va mettre en application cette loi universelle instituée par Dieu, qu'il n'y a jamais de victoire tant que le corps n'est pas uni. El-Wahda, très important ça. Donc vous comprendrez maintenant pourquoi il a tout réorganisé, il a mis de l'ordre à l'intérieur avant d'annoncer ce projet. Premier préparatif en vue de la conquête. Ça aussi c'est important. Ces préparatifs vont prendre plusieurs formes. D'abord en interne. En interne, il va donc mobiliser et entraîner l'armée impériale, royale, les janissaires entre autres, pardon. Il va les entraîner à deux niveaux. Premièrement, un entraînement, écoutez bien, premièrement, un entraînement sur le plan militaire. Il va les initier aux armes modernes de l'époque, les sortes de canons, etc., on va en parler après, l'artillerie. Et deuxièmement, il va aussi les préparer spirituellement. Et pour ça, il compte sur les savants, les chiours. Il va les intégrer dans l'armée. Allez, faites votre travail. Et les ulama, les savants, vont se répandre dans les rangs de l'armée, vont attiser le zèle des soldats en leur disant « C'est vous !» Et à leur tête, le Cheikh Hacham Siddin, « C'est vous qui êtes désigné par ce hadith. C'est vous qui serez la meilleure armée dont le prophète a témoigné en sa faveur. Vous devez être derrière votre chef. » Donc il y a une préparation psychologique, morale, spirituelle, religieuse, afin qu'ils soient un camp uni derrière leur chef. Et ça, vous allez voir, autant les Byzantins vont se défendre de manière courageuse, autant ils ont face à eux une armée qui ne veut pas reculer. Une armée qui est prête à mourir sur les portes de Constantinople, d'être martyr. Et aussi le sang du sacrifice, du martyr, tout ça, Mohamed al-Fatih, avec les chouyours qui vont se répandre dans les rangs de l'armée, ils vont inculquer cela aux soldats. Il va aussi développer la flotte, parce qu'il a compris qu'elle est très importante. La flotte, la marine ottomane va également à son tour être développée. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est entourée par des zones maritimes, donc il faut une flotte pour pouvoir la prendre. Il n'y a qu'un morceau de terre qui est à l'ouest. C'est le seul morceau de terre, le reste, c'est de l'eau. Sinon, sur le plan extérieur, il va faire deux choses. Écoutez bien. La première chose qu'il va faire, il va signer des traités d'entente avec certaines puissances locales. Déjà pour les neutraliser. Pourquoi? Parce qu'il prend ses précautions. Quand il les neutralise grâce à ce pacte, ces puissances, ces principautés européennes chrétiennes ne seraient pas tentées de prêter main forte aux Byzantins en cas d'attaque de sa part. Mais en réalité, il va se tromper. Parce que ces principautés européennes, autant elles vont rester neutres au début, autant elles vont comprendre que la prise de Constantinople, c'est leur fin à elles aussi. Elles vont se ranger directement, on va voir bientôt, elles vont se ranger directement dans le camp des Byzantins. Donc il va signer un pacte avec Galata. Galata, c'est un quartier aujourd'hui très connu à Istanbul. Et c'était le quartier génois. Le quartier génois. Rappelez-vous, la République des Gènes, on l'a vu là tout à l'heure, à l'ouest de l'Italie. Eh bien là-bas, dans Galata, il y avait un quartier. C'était une principauté chrétienne, donc aux portes de Constantinople. Mohamed Fatih va signer un accord avec cette principauté chrétienne génoise qui fut longtemps alliée des Byzantins afin de garantir leur neutralité. Il va faire aussi avec les Hongrois, avec les Vénitiens, en essayant d'obtenir leur neutralité pour préparer donc ces plans à venir. Je ne sais pas si j'ai des cartes ici à vous montrer après. Non, pas maintenant, attendez un peu. La deuxième chose qu'il va faire, il va bâtir une tour. Aux grandes dames des Byzantins, il va bâtir une tour qui va contrôler une partie du Bosphore. Une tour. Et ça, l'empereur byzantin a beau se plaindre. Il envoie des émissaires, il propose de l'argent, il essaie d'acheter
même de corrompre certains ministres et certains commandants de Mohamed Fatih, rien n'y fait. Ils ne veulent pas répondre à ses invitations et à ses offres, aussi alléchantes soient-elles, parce que cet empereur a compris que si maintenant il construit sa tour, il va contrôler une partie de la mer, et c'est déjà un premier pas vers la conquête. Cette fameuse tour, on va la voir maintenant, elle s'appelle la tour de Rumeli Hissar. Hissar qui veut dire en arabe blocus. Rumeli, c'est la tour romaine, quelque part. Elle était construite, elle est construite, regardez juste en face, je vais vous l'indiquer ici. Voilà, Rumeli Hissar est là. Dites-moi un peu ici, nous sommes sur la rive, ça c'est le Bosphore ici. Hein. Allez, ceux qui sont forts en géographie là. Ici, nous sommes sur la rive européenne ou asiatique du Bosphore. Vous êtes sûrs? Les sœurs, vous dites européenne ou bien asiatique? Pas l'envers. En fait, européenne. Européenne. Ici, vous avez une autre tour qui a été construite par Bayazid à son époque. Eh bien, lui va en construire une juste en face pour contrôler déjà le détroit ici. C'est un premier pas. Il a beau rouspéter, l'empereur byzantin a beau rouspéter, il ne veut rien savoir. Cette tour d'ailleurs fait 82 mètres de haut. Et elle est flanquée par plein de tours de garde. C'est un château en réalité. Hein. Vous allez voir, voilà, ça c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. Il y a quelques ruines, mais il y a encore une partie. D'ailleurs, les autorités turques ont rénové pas mal de parties de cet endroit qui est devenu un lieu touristique. Voyez-vous, vous avez encore une vue ici. Là, c'est le Bosphore ici. Et vous avez ici une maquette qui un peu expose la structure de la tour ou du château de Rumeli Hissar. Donc il faut vraiment essayer d'étrangler, d'asphyxier l'Empire byzantin en bloquant les routes maritimes le plus possible. En fait, il est en train de mettre en place, si vous voulez, les pièces du puzzle. Il les met en place une par une. Ah, attendez un peu. Une nouveauté dans l'armée byzantine, une nouveauté, c'est le canon. Ce qui va faire la différence entre les tentatives de conquête précédentes et celles de Mohamed Fatih, c'est que les précédentes n'avaient pas comme élément ou comme atout le canon. Lui, il l'aura. Et c'est un ingénieur hongrois du nom de Urbain. Cet ingénieur hongrois va construire pour le sultan plusieurs canons, et surtout un canon, un très grand canon qu'on va surnommer donc le canon du sultan, Madfa' al-Sultan. En fait, les canons seront quelque peu alignés et le plus gros sera mis devant. Vous avez une image un peu de ce à quoi ressemble le canon du sultan. Et les Byzantins ne sont pas habitués à ça. Ils vont avoir beaucoup de surprises. Mise en garde de l'empereur Constantin XI et appel au secours lancé au pape et aux nations chrétiennes. Donc ici, l'empereur byzantin va tenter de faire fléchir le sultan Mohamed Fatih en essayant, comme je le disais, de lui donner des sommes d'argent, etc., mais sans succès. Alors il se dirige vers le pape. Donc ça c'est le dernier empereur Constantin qui mourra d'ailleurs sous les murailles de Constantin en défendant sa ville. Le pape Nicolas V. Le pape Nicolas V, lorsqu'il voit que les Byzantins l'appellent, il accepte à une condition. Il dit il faut que nos deux églises s'unissent. On a toujours été en conflit pendant très longtemps, il faut que nos deux églises s'unissent. Mais une chose importante qu'il faut retenir, c'est que lorsque le pape propose ça, il a un plan derrière la tête. Parce que si maintenant on intègre, on fait, si vous voulez, on fait fondre les deux églises, en réalité, celle qui va avoir la primauté, c'est l'église catholique. Elle aura le dessus. Pourquoi? Parce que représente l'Empire byzantin à côté de l'Europe chrétienne? Rien du tout. Donc le poids de l'église catholique sera plus pesant, plus présent dans cette unité que celui des Byzantins. Bien sûr, vous savez, quelqu'un qui est aux abois, il n'a pas le choix. Donc l'empereur byzantin, malgré lui, accepte cette proposition, il dit ok, ben, j'ai pas le choix, de toute façon, je veux sauver mon trône, je ne peux qu'accepter cette solution. Alors il lui envoie ce personnage un peu mystérieux qui s'appelle donc le cardinal Isidore de Kiev.
il l'envoie avec 200 archers qui l'accompagnent. Et cet homme-là va prêcher au sein de l'église ou de la basilique de Sainte-Sophie. Il va annoncer officiellement l'union des deux églises. Bon, ce n'est pas une vraie image. De nouveau, j'essaie d'imaginer, parce que je n'ai pas vraiment trouvé d'image qui représente un peu cet événement-là. Peut-être qu'il y en a, mais moi, je n'en ai pas trouvé. Ça, c'est une cérémonie chrétienne classique. Mais on essaie de s'imaginer que dans l'église Sainte-Sophie, la basilique Sainte-Sophie, tous les officiels sont réunis, les représentants de l'église, catholiques, ainsi qu'orthodoxes, en présence de l'empereur, cardinal Isidore de Kiev, qui prêche, et qui fait son sermon, qui annonce au nom du pape, parce qu'il représente le pape, il annonce l'unité des deux églises. Alors ma question est la suivante. Comment a été accueillie cette nouvelle, d'après vous? Est-ce que les Byzantins, le peuple byzantin, a-t-il bien accueilli cette nouvelle d'unité entre les deux églises? Chers frères, non? Pourquoi? C'est ça. Les orthodoxes ne veulent pas s'unir avec les catholiques. Et il y a un vieux contentieux historique. Les orthodoxes de Constantinople n'ont jamais oublié le massacre perpétré par les latins catholiques en 1204 à Constantinople. Ils n'ont jamais oublié ça. C'est encore de leur mémoire. C'est l'assassinat de leurs ancêtres, le massacre de leurs ancêtres. Ils ne peuvent pas oublier ça. Au point que le mégaduc et le grand chef militaire, le grand amiral de Constantinople, un certain Lucano Tara, qui était une personne influente, un grand notable de Constantinople, c'est un peu l'équivalent d'un premier ministre de Constantinople. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez sa parole, je vais vous la dire maintenant là, il a une parole impressionnante. Il dit, plutôt le turban que le chapeau latin. Certains historiens ont interprété son propos, ils l'ont illustré de la manière suivante, c'est comme s'il disait, nous préférons, les Byzantins, voir circuler dans les rues de Constantinople les turbans des Turcs que de voir nos amis latins catholiques venir nous imposer leurs lois. Donc il y a eu une résistance de la part de la population, mais bon, cette résistance ne va pas durer longtemps, parce que pour finir, ils prendront conscience qu'il y a un véritable danger qui s'incarne par ces tentatives de conquête que veut mener le sultan. Et on va voir maintenant 3 points importants. L'état des fortifications de Constantinople. Donc là, Mohamed Fateh va mettre en place le siège. L'état des fortifications de Constantinople. 2 avril, le début du siège. Et puis on verra aussi les préparatifs des Byzantins en vue de défendre leur ville. Pour vous résumer, et vous allez retenir de manière très simple. Qu'est-ce qui protège Constantinople? Eh bien, tout simplement, ce sont les choses suivantes. Premièrement, un relief naturel. Un relief naturel et aussi des zones maritimes qui entourent la ville, qui la protègent. Deuxièmement, 2 murailles. Il y a la muraille de Constantin qui était construite vers l'an 330 et la muraille de Théodose. La muraille de Théodose qui était construite bien plus tard. Voyons ça de plus près, Inch'Allah. Regardez ici. Vous avez ici le mur de Constantin. Constantin étant le fondateur de la ville en 330. Théodose, lui, donc l'empereur Théodose, il va donc bâtir son mur. Enfin, c'est pas lui en réalité, c'est un certain Athémius, qui est un gouverneur de province, qui va bâtir, parce qu'à l'époque, Théodose, c'était encore un gamin de 11 ans. Mais le temps que les travaux ne terminent, parce qu'ils commencent en 413, d'accord? C'est en 413 qui... non, pardon. Athémius commence bien plus tôt, pardon, il termine plutôt en 413. Et 413, ça correspond à l'époque du règne de Théodose II. Donc c'était construit quand on était petit, quand on était assez jeune. On va le voir ici, Inch'Allah Ta'ala. Donc ça, c'est le mur de Constantin. Et le deuxième, c'est le mur de Théodose. Théodose étant un empereur byzantin. D'accord? On va parler de cette fameuse chaîne qui est ici. Le quartier de Galata, voilà, il est là. Quartier génois. La Couronne d'Or est ici. Le Bosphore est là. Et la mer de Marmara est là. Il y a d'autres détails qui ne sont pas sur cette carte, mais qui vont venir après, Inch'Allah. Voilà, vous avez ici une vue extérieure du mur de Théodose. En fait, le mur le plus important, c'est celui de Théodose. Parce qu'il est plus solide que celui de Constantin. Pourquoi ces murs ont été construits? Les Byzantins ont appris par expérience
que leur ville, malgré la protection naturelle, leur ville peut être investie par n'importe qui. Pour preuve, les Latins, en 1204, ils l'ont prise. Ils ont fait un carnage dans la ville. Alors ils ont décidé de mieux protéger leur ville, de construire des fortifications un peu plus solides. Et pour la tour de Théodose, elle a deux murs. Il y a ce qu'on appelle le petit mur et le grand mur. Le petit mur, il est là, voilà, il est ici. Ah, pardon. Ça, c'est le petit mur. Et puis, vous avez ici le grand mur. Et entre les deux, il y a une terrasse. On va voir ça maintenant. Regardez. Vous voyez? Ça, ici, c'est la terrasse de l'intérieur. Hein. Ça, c'est la terrasse. La terrasse, elle est là de l'intérieur. Donc, il fallait mettre un certain espace entre les deux murs pour les rendre les plus solides possibles et les moins vulnérables. C'était bien pensé. Ce mur de Théodose a également 15 portes. Il y a 15, et parmi les portes les plus célèbres, 2 portes. La porte du canon, bon, elle ne s'appelait pas comme ça avant, la porte du canon, avant elle s'appelait la porte Saint-Romain. La porte du canon, on l'appelle la porte du canon parce que c'est en face d'elle qu'il y avait le canon du sultan. Et la porte d'Andrénople. Et la porte d'Andrénople, c'est par celle-là que va entrer Mohammed Fatih le 30 mai 1453. Il va entrer victorieux donc, au sein de la ville. Ok, voilà, vous avez l'espace un peu entre les deux murs. Ça, c'est la porte du canon, duquel on va construire aussi le palais de Topkapi. C'est de là que ça vient. Et puis vous avez ici la porte d'Andrénople. C'est par cette porte ici, c'est par cette porte que va entrer Mohammed Fatih. Il y a certains frères ici qui me font un grand sourire parce que ça leur rappelle des souvenirs. Nous sommes partis c'était combien de temps, Othman? Non plus, c'était un an, l'année dernière. C'était l'année dernière. Déjà, c'était l'année dernière qu'on était. Nous sommes partis l'année dernière en octobre, ça fin octobre. Dans le congé de tout ça. On est parti avec un groupe d'élèves de jardin des jeunes à Istanbul. Je leur ai fait visiter un peu les lieux. D'ailleurs, je les ai même un peu taquinés. Aimant marcher très vite. J'ai laissé, vous m'excusez les frères, je vais délivrer quelques secrets aujourd'hui. Hein. Donc j'ai laissé les frères derrière moi. Alors j'arrive à un moment donné ici, là. Et moi je voulais leur montrer l'entrée par laquelle est entré Mohammed Fatih. Alors quand on est arrivé ici, je me retourne, je vois les frères sont derrière, tous essoufflés, fatigués. Ils ne tiennent plus. Ils veulent tomber à terre. Alors, je leur ai dit, mes amis, si Mohammed Fatih devait compter sur vous pour prendre la ville, je crois qu'il l'aurait jamais pris. Hein. Je crois qu'encore maintenant, elle s'appellerait Constantinople et elle appartient aux Byzantins. Ils étaient épuisés, exténués. Ça, c'est pour l'anecdote. Le 2 avril, fin février, notre sultan Mohammed Fatih, retenez bien ça. Fin février, notre sultan Mohammed Fatih, Mehmed II, quitte Andrénople avec ses troupes. Et avant de quitter, il rassemble ses troupes avec son cher, qui ne le quitte jamais des yeux, et de son entourage, le cher Arachem Seddin. Il rassemble ses troupes et il leur donne leurs dernières recommandations, il les encourage, il les motive. Ce sont du sacrifice, le martyr, c'est vous qui êtes visé par ce hadith, etc. Il essaie un peu de les galvaniser. Et sachant que lui aussi, il est un peu comme son père, c'est un bon orateur, donc il savait toucher les cœurs et le professeur aussi a joué son rôle dans l'histoire. Il part de fin février et il arrive, le 2 avril, il arrive aux portes de Constantinople. Et là, il va mettre en place le siège. Et il y a 2 sièges. Il y a un siège terrestre, il y a un siège naval. On va voir ça après également, le préparatifs des Byzantins en vue de défendre leur ville. On va voir ça très bientôt. Attendez, pourquoi j'ai... Bon, on verra ça après, il n'y a pas de problème. Ok, on a compris qu'il arrive le 2 avril. Lorsque le sultan Mohammed Fatih arrive le 2 avril, je l'ai dit, il met en place le siège. Et voilà à quoi ressemblent les dispositions prises. Donc vous avez, regardez,
Ici, c'est la tente du sultan. Elle est là. Le poste de commandement. Les troupes de réserve sont là, sont de l'autre côté. Ici, il y a un pont pour les bateaux. Ça, vous ne devez pas regarder maintenant parce que je vais en parler après. La marine ottomane est ici. Elle est à Beşiktaş, qui est un port donc, sur le Bosphore. Elle est dirigée par un commandant qui s'appelle Batlloglu. Il leur a dit, restez là. Votre rôle à vous, c'est d'empêcher l'arrivée des renforts. S'il y a des renforts qui arrivent en direction de Constantinople, vous devez les faire couler. Ne les laissez pas approcher. Il ne faut pas qu'ils arrivent ici. Ok? Et donc, le sultan met en place ses troupes. Donc, il y a des unités à regarder. Tout ça en vert, ce que vous voyez en vert, ce sont les Ottomans. Tout ça ici en vert. Le gros des troupes est stationné ici. Les Byzantins, quant à eux, ont aussi organisé ils ont organisé également leur défense. Mais avant de parler de leur défense, je vais rapidement vous citer comment étaient disposées les troupes de Mohammed Fatih. D'abord, il a mis en avant l'artillerie, des canons. Et à la tête des canons, le gros canon du sultan. Ok? Pourquoi? Parce que pour lui, il faut bombarder au grand maximum les murs pour les endommager le plus possible, pour rendre la ville plus vulnérable et aussi déstabiliser la population, la déstabiliser et déstabiliser par là même les défenseurs. Ils auront peur. Psychologiquement, ils ne sont pas habitués à ça, à recevoir des coups de canon terribles comme ceci. Très bien. Ça, c'est par rapport à ça. Au cœur donc, de l'armée, il y a les janissaires. À l'aile droite, nous avons les soldats qui viennent d'Anatolie. À l'aile gauche, il y a ceux qui viennent de la Roumanie, donc Roumeli, de la péninsule balkanique. Il y a une armée de réserve, on l'a dit, elle est ici, l'armée de réserve. Celle-là ne doit intervenir que si on a besoin d'eux. Il y a aussi une force marine, elle est là, la force marine, elle est juste ici, elle est composée de 181 bateaux. Il y a 181 bateaux. D'accord? Et il leur a dit, vous restez ici à Beşiktaş, ici, vous ne bougez pas de là, jusqu'à ce que je vous en donne l'ordre. Et votre rôle à vous, c'est d'empêcher l'arrivée du moindre bateau de renfort ici à Constantinople. Ok? Et en même temps, qu'est-ce qu'a fait Sultan Mohammed Fatih? Il a distribué des unités de surveillance à hauteur de la ville pour surveiller de loin le mouvement des Byzantins et alimenter en information le centre qui est là, ici. Donc autour de la ville, tout autour de la ville, il y a des centres, des postes d'information qui récoltent d'espionnage, qui récoltent les informations, c'est un peu le renseignement militaire, qui récoltent les informations et qui les transmet directement au sultan. Voilà ce que font les Byzantins, là-bas ils ont mis ceci, là-bas ils ont mis cela, pour qu'ils soient un peu au courant de tout. Une chose est certaine, c'est que le siège est parfaitement établi, autant du côté de la mer que du côté de la terre. Maintenant, intéressons-nous aux Byzantins. Alors les Byzantins, eux aussi, vont organiser le siège. Enfin, vont organiser leur défense, pardon. Ils ont 200 archers qui leur viennent, qui étaient venus avec le cardinal Isidore de Kiev. 3 bateaux génois leur sont promis par le pape. Le pape leur a dit, à mes frais personnels, je vous envoie 3 bateaux avec des munitions, des provisions, des armes qui viendront à vous. Il y a aussi une force génoise composée de 700 combattants sous le commandement de Giustiniani. D'ailleurs, on l'a sur la carte. Bon, on ne le voit pas très bien. Il est ici, tiens, là. Et vous voyez où il est? Il est près de la muraille. Parce que ce commandant génois, Giustiniani, qui a sous son autorité 700 hommes, ce commandant-là, c'est un spécialiste de la défense des murs. Expert. Alors l'empereur byzantin lui dit, toi tu vas te mettre là avec tes hommes. Vu que tu es expert, on va voir ce que tu vas faire. Alors combien étaient les troupes ottomanes avant tout? Certains chiffres nous parlent de 250 000 soldats. D'autres nous disent entre 80 000 et 100 000. En tout cas, ils étaient très très nombreux par rapport aux Byzantins. Combien étaient les Byzantins? Et avant ça, je voudrais souligner aussi qu'il y avait 26 bateaux, ils sont ici d'ailleurs en rouge, 26 bateaux prêts à tirer sur l'ennemi en cas d'attaque. Et un autre point de la défense, de la stratégie de défense des Byzantins, c'est la chaîne de fer. Elle est là, la chaîne de fer, elle est là.
Cette chaîne de fer empêche tout bateau ottoman d'y arriver. Cette chaîne, elle est tirée, d'accord? Il y a une sorte de roue. Et puis quand elle la relâche, elle tombe à l'eau. Dans les profondeurs, les bateaux peuvent passer. Et puis on la remonte. On va voir à quel moment ils vont la faire baisser et à quel moment ils vont la laisser tendue. En tout cas, elle est tout le temps tendue, sauf quand des renforts arrivent. Et on verra de quelle manière. Ok, ça ici on a une image d'une sentinelle byzantine qui surveille donc les Ottomans. Regardez, juste l'image, il vous dit déjà un peu ce qu'il en est. Les Ottomans sont très nombreux, très très nombreux. Quant aux Byzantins eux-mêmes, combien étaient-ils à l'intérieur de la ville pour la protéger? Ils étaient 6983 soldats. Alors, comparez 6983 face à 250 000 ou une autre estimation entre 80 000 à 100 000, il ne faut pas la différence. Et pourtant, ces soldats, il faut le reconnaître, ces soldats byzantins étaient très courageux. Ils étaient très courageux, très vaillants, très braves, ils se sont battus jusqu'au bout, ils ne se sont pas laissés faire. Non, ça c'est ici. Le 12 avril commence le bombardement de la ville. C'est le 12 avril. En fait, le 12 avril correspond au début de la guerre. Donc le siège a été mis en place. La ville est encerclée de toutes parts. Le 12 avril, il ordonne aux 14 batteries d'artillerie de tirer sans cesse, d'arroser la ville de bombardements de manière incessante pour détruire le plus possible. Mais ce qui est surprenant chez les Byzantins, c'est que des morceaux de murs tombent et la nuit même, ils réussissent à les remonter. En une nuit, ils arrivent à les reconstruire. Et le lendemain, lorsque les Byzantins ouvrent leurs yeux, ils voient que les murs sont reconstruits. C'est impressionnant. Vous imaginez, regardez quel courage et quelle audace qu'ont les Byzantins. Donc ils ne se laissent pas, malgré le choc que leur fait donc ces bruits de canon et ces tirs intensifs, ils ont encore le courage, la nuit, venir reconstruire pendant que les Byzantins prient ou dorment ou bien se reposent. Eh bien, ils viennent la nuit reconstruire et profitent de l'accalmie pour colmater les brèches donc de leur mur. Donc ça, c'est le 12 mai. Et ce qu'il faudrait souligner, c'est qu'en parallèle de ces bombardements, d'une manière concomitante, le sultan envoie quelques attaques terrestres, quelques attaques, pour voir un peu s'il y a moyen quand même de trouver une brèche. Et les grandes offensives qui vont être menées, la première s'est faite le 18 avril, la deuxième le 7 mai, et la troisième le 12 mai. Donc je rappelle 18 avril, 7 mai et 12 mai. Ce sont les dates des grandes offensives de l'armée terrestre contre donc la ville de Constantinople. Ils profitaient, à chaque fois qu'il y avait une brèche, ils tentaient d'entrer. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'ils tentent d'entrer, ils y trouvent une résistance farouche. Ils sont obligés de reculer. Les Byzantins, je vous rappelle, ils ne se laissent pas faire. Alors, du coup, les Ottomans, ont eu une idée. Ils vont utiliser d'autres stratégies. Ils vont creuser des tunnels souterrains en dessous de la ville. C'est pas mal ça. Ils vont creuser en dessous de la ville, et en creusant ces tunnels souterrains, à un moment donné, un soldat byzantin qui entend des bruits. Alors il dit, c'est quoi ce bruit-là? Tac, tac, tac. Alors lorsqu'il tend son oreille au sol, à la terre, il a compris qu'ils arrivent, ils sont en dessous. Alors l'empereur byzantin Constantin, qui est quelqu'un de très courageux, qui défend et qui supervise tout, donc tous comment dirais-je, l'organisation à l'intérieur de la ville, la défense, il va venir voir et il va dire venez, de votre côté, creusez à votre tour. Ils vont creuser et dès que, en fait, les Ottomans ils vont ouvrir leurs yeux et qu'est-ce qui se passe? On déverse sur eux de l'huile, donc bouillonnante, et du feu également. Donc on incendie à base de pétrole et d'huile, donc c'est conduit, il y a beaucoup de soldats qui vont mourir calcinés, brûlés, donc dans ces tunnels. C'était une tentative qui n'a pas donné un grand succès. Mais le problème c'est quoi? C'est que ça a laissé un impact psychologique. En fait, maintenant, même les Byzantins, lorsqu'ils marchent, des fois ils entendent les bruits de leurs propres pas et ils pensent qu'il y a quelqu'un en dessous. Même psychologiquement, ils sont marqués, ils ont peur, ils paniquent. À partir du moment où ils ont réussi à aller jusqu'en dessous de la ville, ben c'est qu'ils sont partout maintenant. L'autre tentative, c'est ce qu'on appelle les tours mobiles. Des tours mobiles auxquels on a accroché des morceaux, comment dirais-je, des pots tannés,
mais des pots qui ont été mouillés par de l'eau. Pourquoi par de l'eau? Pour les protéger contre les flèches enflammées que les Byzantins lâchent. Mais même ça ne va pas marcher. Parce que dès qu'ils arrivent à mettre les échelles ainsi que la tour mobile, les Byzantins d'au-dessus des murs déversent de l'huile. Et ils en brûlent plein. Et pour finir, ces tours tombent, se détruisent. Ils ont beau en reconstruire, ça ne marche pas. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas compris. C'est que Mohammed Fatah ne recule devant rien. Il voit beaucoup de ses soldats mourir. Moi, je suis ici, je ne bouge plus d'ici. Jusqu'à ce que je prenne cette ville. Je veux avoir l'honneur, le mérite de faire partie de ceux dont le prophète sallam a parlé dans ce hadith. C'est un privilège. Ok. Le 18 avril, premier échec naval ottoman. On va voir ça maintenant, Inch'Allah. Ici, vous avez une image un peu du bombardement de la ville. L'artillerie, je l'ai appelé l'artillerie ottomane à l'œuvre. Et ça faisait un boucan terrible. Hein, un boucan terrible. Premier échec naval. Ah, on revient à la fameuse chaîne. La chaîne, elle est là, regardez. Vous la voyez, elle est ici. Lorsqu'elle est tendue, elle empêche tout bateau d'entrer. Lorsqu'on la relâche, il y avait un système de roues, hein, de manivelle. Lorsqu'on la relâche, elle descend dans l'eau. Et là, on peut passer. Pourquoi cet échec? C'est parce qu'en fait, il y avait les 3 fameux bateaux génois, vous vous souvenez? Les 3 fameux bateaux génois chargés de munitions, d'armes, de provisions envoyés par le pape qui arrivent. Et la marine ottomane n'arrive pas à l'empêcher. Elle n'arrive pas à l'empêcher de passer. Alors lorsque les gardes byzantins qui sont sur les murailles et qui regardent, ils voient la flotte arriver, et que cette flotte a réussi à mettre en échec la marine ottomane, les Ottomans ont perdu beaucoup de bateaux. Un désastre. Et pire que ça, ils arrivent jusqu'ici, voilà, ils sont là, hop. Alors on fait baisser la chaîne, alors là le moral des troupes byzantins est remonté. Ah, là maintenant on a plus de courage. Mohammed Fatih, lorsqu'il apprend ça, il entre dans une colère terrible. Il est très fâché. Et il ordonne sur le champ à ses commandants de convoquer donc, le commandant. Qui se rappelle du nom du commandant? Le commandant de la marine ottomane, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je vous l'ai dit là tout à l'heure. Ça commence par un G. Non, pas Jandarli. Jandarli, c'est le Premier ministre. Oui, cher frère? Ah, non, Jandarli, c'est le Premier ministre. Et ouais, qui sait me dire, c'est qui le... Eh ouais, il y a des frères turcs ici, ils doivent connaître ça. C'est qui ce commandant? Eh ouais. Vous vous rappelez plus? Cher frère, c'est qui? Ça vous dit rien, un fameux Godlaglu, ça vous dit rien? Retournez à vos noms, vous allez trouver son nom. Ce commandant est convoqué dans la tente de Mohammed Fatih et sur le champ, il lui dit: je te démets de tes fonctions. Il est très fâché. Je te démets, je te fais remplacer par un autre. Et il dit à l'autre: tu as intérêt à réussir ta mission, toi. Tu as intérêt. Les prochaines missions, tu as intérêt à les réussir. C'est Hamza Bey, le commandant de la marine, le nouveau amiral, c'est Hamza Bey. Hamza Bey prend le commandement de la marine. Mais attention, le problème n'est pas résolu. Et c'est là que Mohammed Fatih a une idée géniale. Il dit: maintenant, je sais comment faire. Alors il réunit son état-major, il leur dit: écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Cette chaîne de fer là qui nous empêche d'entrer, je vais leur montrer qui je suis. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Attends, parce que le problème c'est que quelques mois je ne sais même plus dans quel sens ça va. Donc ça c'est l'échec, la marine ottomane mise en échec. Vous avez l'image ici. Tactique de génie du sultan Mehmed II pour contourner la chaîne de fer. Il a trouvé une stratégie, il a eu une idée. Une idée géniale, personne n'y aurait pensé. Vous savez c'est quoi? Voilà, il est là. Il va superviser lui-même. Il a dit à ses soldats: en une nuit, nous allons étaler des planches de bois sur terre. On va contourner Galata. Je reviens en arrière pour que vous voyez mieux. Voilà. Eux, ils sont ici. Hein. On va contourner Galata avec des planches de bois pour se retrouver dans le Corne d'Or ici.
et on va faire passer 70 bateaux. On va étaler de l'huile et de la graisse sur les planches de bois pour que les bateaux glissent facilement. Et il faut qu'on fasse ça en une nuit. Donc je vous ai montré l'image. Donc là, bon, c'est un dessin de jour pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais regardez ici. Regardez les bateaux. Voilà, ils sont là. Vous voyez, ils sont en train de monter là. Il y en a un qui est déjà là, regardez. Un autre qui est là-bas. Et en fait, c'est des chemins difficiles. Hein. Eh bien, il va les faire monter jusqu'à contourner. En une nuit, jusqu'à contourner la chaîne. Et voilà que les bateaux arrivent à Mar, dans la Corne d'Or. Alors au petit matin, les Byzantins ouvrent leurs yeux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient tous les drapeaux ottomans. Ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où viennent ceux-là? C'est des chéatins, ceux-là. C'est des djinns, ceux-là. Ils viennent d'où? C'est des djinns, ceux-là. C'est pas possible. On a mis une chaîne. Impossible. Plus tard, ils vont comprendre qu'il est passé de l'autre côté. Excusez-moi, je vais vite retourner en arrière parce qu'il y avait une image qui va peut-être vous aider à encore mieux comprendre. Regardez, voilà, c'est ici. Vous voyez, le navire était ici. Regardez ce qu'il va faire. Il va, voilà, ici. Trajet des navires, allez, voilà. Il va les faire passer. Hop, Corne d'Or. Ils sont là, les bateaux. 70 navires ottomans. Ils sont là. Une vraie tactique de génie. Il fallait penser. D'ailleurs, même les Européens, hein, quand vous lisez certains ouvrages écrits par des Européens, que ce soit Robert Montrand ou encore, comment il s'appelle l'autre là, André Clos, ou d'autres auteurs qui ont parlé de la prise de Byzance, ils sont tous émerveillés, ils sont tous étonnés de cette tactique. Pour eux, c'est un génie. C'est un génie. Donc là, il supervise lui-même. Et ici, on représente un peu son professeur. Très bien. On a vu le 18 avril, il y a eu un échec par rapport à un échec de la marine ottomane. Le 21, la nuit du 21 au lendemain du 22, il fait passer ses bateaux, on l'a compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a fait passer ses bateaux de l'autre côté? Premièrement, la ville maintenant est encerclée de tous les côtés, parce qu'ils ont même maintenant, ils ont une vue sur, ils ont un contrôle de la Corne d'Or. Et le problème, c'est que les murs de la Corne d'Or sont encore plus fragiles que les autres murs. Et qu'est-ce qui se passe? Constantin, lorsqu'il apprend que les Byzantins ont réussi à faire descendre des bateaux à la Corne d'Or, Constantin ordonne de déplacer des troupes du côté de la Corne d'Or. Et c'est ce que voulait Mohammed Fatah. C'est exactement ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'en déplaçant, ils vont dégarnir le front ouest, qui est le plus solide pour eux. Ils vont le dégarnir et le mettre là, ce qui va donner une facilité à Mohammed Fatah de prendre la ville par après. On verra comment ça va se passer. Sans parler aussi que le moral des troupes byzantines est tombé très bas quand ils ont vu que, ouf, pour eux c'est des djinns, c'est des satans. Comment ils ont fait pour arriver à se retrouver dans la Corne d'Or. Alors le 25 mai, vous avez ici, le sultan Mohammed Fatah fait une proposition. D'écouter, la guerre a duré, ça fait plusieurs semaines qu'on est en guerre, je vous propose de vous soumettre, de remettre la ville, et je promets à l'empereur, à sa cour, à sa famille, à ses commandants, à ses chefs, je vous promets une sortie sécurisée. Vous sortez en sécurité et je vous placerai sur une île, vous vivrez là-bas. Et je promets aussi aux habitants de leur accorder ma sécurité à moi. Al-Aman, je leur accorde. La réponse de l'empereur Constantin a été un refus catégorique. Il a dit, ou je garde mon trône, ou je meurs sous la muraille de Constantinople. C'est courageux ça, de Constantinople. Alors lorsque l'émissaire de l'empereur byzantin, Constantin, donc 11, vient annoncer ça à Mohammed Fatah, que dit Mohammed Fatah? Il dit, Hassan, ben, très bien. Eh bien, me concernant, ou bien j'aurai mon trône à Constantinople, ou alors j'aurai ma tombe à l'intérieur de la ville. Autrement dit, moi aussi je ne cède pas. Donc, échec des pourparlers. Le 27 mai, ou plutôt le 25, ce jour-là même, le sultan Mohammed Fatah va réunir ses commandants à nouveau. L'état-major, il les réunit tous, pour discuter avec eux. On continue? On va de l'avant? Qu'est-ce que vous proposez? Et là, son premier ministre, le grand vizir, Jandarli Khalil Bacha, dit au sultan, écoute, le mieux c'est qu'on se retire. Parce qu'on va se mettre à dos toutes les puissances européennes. Si on prend Constantinople, on va avoir des problèmes.
Alors il regarde les autres commandants, entre autres Hamza Zarnouch qu'on a vu là tout à l'heure, ou Zarnouch Bacha, pardon, qui commandait la troupe de réserve. Et les autres commandants, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit, pas question, on est ici, on ne bouge plus. On va jusqu'au bout, même si on doit tous y laisser notre vie. Alors ici, bien sûr, Mohamed est content de voir qu'il est appuyé dans sa décision. Eh bien, on va continuer. Très bien. Ça, c'est pour le 25 mai. Le 27 mai, Mohamed Fatih va préparer, va mettre en place le dernier préparatif avant l'offensive finale. Donc, on a ici, on a compris pour... donc ici, on voit ici qu'il est en train de mobilisation des troupes avant l'offensive finale. Et ici, le sultan Mohamed Fatih rassemble tous ses hommes pour un dernier discours. Parce que lui-même ne sait pas s'il va vivre. Peut-être que lui aussi mourra donc aux portes de Constantine, il n'en sait rien. Alors il réunit tous ses hommes, il leur demande de purifier leurs âmes, tathir al-nufus, et surtout de prier et d'invoquer Dieu pour la victoire. Parce que maintenant viendra le moment décisif où on gagne, où on perd. Et si on perd, on est martyr. Il n'y a pas d'autre chemin. Et en même temps, il va vérifier l'état des murs, des murailles de Constantinople, ainsi que l'emplacement des défenseurs. Et il va réorganiser son armée. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Chez les Byzantins. Pendant que Mohamed Fatih s'organise, le désespoir gagne les rangs de la population civile byzantine et même des défenseurs. Ils commencent à se décourager. On n'y arrive plus, on est fatigué. La disette se répand, les maladies se répandent. Ils sont épuisés physiquement, moralement, psychologiquement, à tous les niveaux. Ils sont fatigués, épuisés. Ça, c'est un grand problème, ça. Les gens se refusent dans les églises. L'empereur Constantin lui-même, très courageux, il se rend une dernière fois à Sainte-Sophie pour prier. Sa dernière prière. Pour lui, il va se battre jusqu'à sa mort. Les conseillers de Constantin vont essayer de le convaincre. Ils vont lui dire, écoute, essaie d'obtenir du sultan un sauf-conduit, tu puisses sortir de la ville, afin que tu ailles chercher des renforts. Il leur dit, moi je mourrai ici. Il n'est pas question que je cède ma ville. Oui. On dit que le siège a duré plus de 50 jours. En tout et pour tout, il y a plus de 50 jours, il y a plus de 6 semaines, plus ou moins. Ok? Très bien. Alors maintenant, on arrive vers la fin, mes chers frères. Ici, de nouveau, il supervise, le sultan Mohamed Fatih supervise. D'ailleurs, vous avez même ici un cher ici qui fait des invocations. Et, ah oui, c'est ça, c'est le dernier moment, là, c'est la phase finale. Ici, il supervise les derniers préparatifs. Début de la fin. 29 mai, lancement de l'offensive finale. Il va demander d'abord de reprendre les bombardements intensifs, incessants. Bombarder seulement, au grand maximum. Bombarder au grand maximum. Et c'est ce que vont faire d'ailleurs, c'est ce que va faire l'artillerie ottomane. Et les bombardements vont commencer à 1h du matin. En même temps que les bombardements se poursuivent, en parallèle, les unités ottomanes mènent donc des offensives terrestres. Il y a aussi des bombardements via la Corne d'Or également, de tous les côtés en fait. Maintenant, il faut regardez, ici vous avez le déplacement de troupes. Vous voyez déjà, les murs sont déjà pratiquement... il ne reste plus rien en fait, les murs. Ils se décomposent donc petit à petit. Et je le rappelle, malgré tout cela, les combattants, malgré la baisse de leur morale, les combattants byzantins se battent avec courage. En fait, c'est comme s'ils livraient leur dernier souffle. Ils livrent leur dernier souffle. On va mourir, on va mourir. Donc on se bat jusqu'à la fin. Très bien. Alors pendant que de grandes parties de la muraille s'effondrent, il y a 30 soldats des janissaires qui vont grimper l'une des tours. Certains vont tomber en martyrs. Ils vont grimper et ils vont planter. Ici, vous avez encore une offensive. C'est l'assaut final. Regardez, les canons sont encore là, hein, vous voyez. Encore ici un canon et offensive des troupes. Encore une image ici d'assaut final. Et là, ils sont carrément sur le mur. Hein. Voilà, ils ont planté le drapeau.
lorsqu'ils ont donc planté le drapeau le 29 mai 1453, c'est la fin de la guerre et surtout la chute de Constantinople. Et c'est là que les soldats ottomans vont entrer dans la ville les premiers. Ils vont entrer. Alors où est l'empereur? Eh bien, il est mort. Il est mort et certaines narrations disent qu'il a retiré ses vêtements d'empereur, enfin de chef militaire, il les a retirés et il s'est mis en civil. Il s'est un peu fondé dans la masse et il est mort. Son corps, son cadavre a été retrouvé à l'intérieur de la ville et il a été tué pendant la phase de l'offensive finale. Oui, Gerza? Bien sûr. Non, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc les murs s'effondrent les uns après les autres, le drapeau est planté. Ben, quand le drapeau est planté, c'est fini. Les troupes entrent les premières, mais Mohamed Fateh pas encore. Mohamed Fateh, le grand chef, lui va rentrer le lendemain, le 30. Le 30 mai, entrée triomphale du sultan Mehmed II à Constantinople. Il entre, le voici. Il entre avec ses commandants, avec ses professeurs, ses chouyours, etc., ses ministres. Il entre par la porte d'Andrinople. Et d'ailleurs, si vous allez dans le quartier Mehmed Fatih à Istanbul, moi je l'ai remarqué en tout cas personnellement, dans la plupart des boutiques, restaurants, cafés, etc., vous retrouvez le tableau, celui-ci vous le retrouvez. Donc les gens du quartier là-bas, ils sont très fiers de cette phase finale qui conclut l'histoire donc de Byzance. Et ainsi, le sultan entre dans la ville. Maintenant, on va voir la suite, Inch'Allah. Il y a une grande fête qui est organisée au moment où il entre dans la ville, de grands festins, parce qu'il faut fêter l'événement. Il y a une grande émotion qui envahit tout le monde, en premier lieu le sultan, parce que le sultan découvre et réalise qu'il a concrétisé la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la prédiction prophétique qu'il vient de la réaliser. La taftahun al-Constantiniya, vous allez conquérir Constantinople. Fala ni'mal amiru amiruha, ô combien est honorable son commandant, wa la ni'mal jaysh dhalika al-jaysh, ô combien sera honorable également cette armée qui va la prendre et la conquérir. Donc il est envahi par l'émotion tout comme les autres hommes. Les premières décisions qu'il va prendre dès qu'il arrive, le 30. Premièrement, il accorde la sécurité à tous les habitants de la ville. De son argent propre, il affranchit les responsables d'église, les prisonniers, les responsables d'État, d'église, il les affranchit, il leur donne la liberté. Lorsqu'on dit ici qu'il accorde la sécurité amène à toute la population, ceci est tout le contraire de ce que nous disent l'histoire et l'historiographie européenne. L'histoire européenne nous dit que pendant 3 jours, les soldats ottomans ont mis à feu et à sang la ville, ont pillé, ont violé, ont tué. Et tout ça, croyez-moi, c'est des mensonges. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Le sultan Mohamed Fatih, il est schizophrène à ce point-là. Il laisse ses soldats massacrer la population. Et puis le lendemain, il leur dit, écoutez, je vous accorde à tout le monde la liberté. En plus de ça, je vous permets même de pratiquer votre religion. Ça, c'est quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il est schizophrène. Hier, tu tues, aujourd'hui, tu dis aux gens, vous êtes libres. Ça n'a pas de sens. Alors vous allez me dire, d'où vient tout ça? En fait, l'Europe chrétienne, a toujours interprété les conquêtes musulmanes, qu'elles soient arabes ou turques, ou même autres, elle les a toujours interprétées avec l'image selon laquelle les musulmans, lorsqu'ils s'emparent de villes, ils massacrent la population, ils pillent les églises, et c'est souvent le Vatican à l'époque qui répandait cette thèse. Pourquoi? Pour pousser les Européens chrétiens à aller se battre contre les musulmans. C'est ce qu'ils ont fait par rapport à la Palestine aussi. Par rapport à la Palestine, et c'est ça comment dirais-je, la désinformation, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore ça. Lorsqu'on parle de l'islam, les musulmans, on gonfle les faits, on mélange les genres, on construit des scénarios imaginaires. Jusqu'à aujourd'hui, nos médias font la même chose. Ça n'a pas changé. Dès qu'il s'agit d'islam, on construit plein de choses. Vous voyez? Le but étant de dénigrer. Donc, une chose est certaine, c'est que, vous savez, le mensonge, une expression qui dit que le mensonge, aussi grossier soit-il, il porte toujours en lui les germes de son incohérence. Aussi grossier soit un mensonge, quand tu creuses à l'intérieur de ce mensonge, tu trouves qu'il y a de l'incohérence.
Comment un sultan, hier, il laisse ses soldats massacrer pendant 3 jours la population, violer les femmes, tuer les enfants, brûler les églises, voler ce qu'il y a dedans, et puis le lendemain, il leur dit, chers amis, vous êtes libres, vous pouvez pratiquer votre religion, ben, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Donc déjà ici, c'est incohérent, c'est impossible. Et c'est contraire à l'éthique d'ailleurs des sultans ottomans. Je ne dis pas qu'ils ont été toujours à la hauteur dans toutes leurs responsabilités, mais quoi qu'il en soit, ils étaient loin de l'image qu'on leur donnait. Le soir même, le 30, ils prient dans la mosquée Hagia Sophia, et c'est là qu'ils décident de la transformer en mosquée. Alors là, c'est un coup de foudre qui frappe toute l'Europe chrétienne, le symbole de la chrétienté en Orient, la fameuse basilique, la fierté des Byzantins, mais même des Européens, la fameuse basilique Sainte-Sophie qui se transforme en mosquée. Il dit maintenant, à partir de maintenant, les travaux vont commencer pour transformer ce lieu en mosquée, ce ne sera plus une église. Il a déplacé le patriarcat orthodoxe, l'église orthodoxe, il les a déplacés dans une autre église. Et il leur a même dit, à partir de maintenant, vous allez organiser votre culte entre vous. Et je vous donne la liberté. Faites ce que vous avez à faire. Ça, ce traitement qu'a fait Mohammed Fatih, les Byzantins n'auraient jamais pu l'espérer des Latins. Les Latins, ils les auraient massacrés, comme ils l'ont fait en 1204, comme je vous l'ai indiqué donc, là tout à l'heure. Mohammed Fatih va aussi encourager l'émigration musulmane. Il va encourager les Turcs qui sont en Anatolie, venez vous installer donc, dans la ville de Constantinople. Et il va aussi demander aux communautés étrangères, entre autres les Génois, qui sont de grands commerçants, restez dans la ville. Je vous donne tous les avantages financiers, exonération d'impôts, etc., etc. Mais restez dans la ville, faites revivre la ville en termes donc, de commerce et d'économie. Et c'est ainsi que la ville va revivre et va renaître. Je vais essayer d'aller très vite parce qu'on me dit que c'est bientôt la fin. Alors, quelles ont été les conséquences? Ici, vous avez voilà, Constantinople devenu Istanbul, ou Islamboul plutôt. Cathédrale devenue mosquée, donc Sainte-Sophie. Décret impérial organisant le culte orthodoxe. Alors, quelles sont les conséquences de la conquête de Constantinople? Plusieurs. Premier, ça a fait un onde de choc dans le monde musulman et chrétien. Personne n'imaginait, ni les musulmans, ni les chrétiens d'Europe, qu'un jour Constantinople tomberait. Et pourtant, elle est tombée. Et bien sûr, l'Empire ottoman est ressorti avec une, comment dire, avec toute la fierté et tous les éloges que lui ont fait donc les rois et les sultans musulmans d'autres contrées. D'ailleurs, il a envoyé des courriers à de nombreux rois et dirigeants musulmans pour leur dire, voilà, Constantinople a été prise. Pour les Européens, c'était un choc terrible de savoir que ce deuxième symbole de la chrétienté tombe entre les mains donc, de Mohammed Fatih. Fin du Moyen-Âge et début de l'ère moderne, l'Empire ottoman devient une puissance musulmane européenne et porte-étendard de l'islam. Ils deviennent aussi maîtres de la navigation marchande internationale parce qu'ils contrôlent maintenant les zones maritimes environnantes. Ça ouvre de nouvelles perspectives en vue de l'expansion ottomane vers l'Europe et l'Orient. Pourquoi? Parce qu'avant, Constantinople servait d'axe pour les puissances européennes pour attaquer les Ottomans. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est une base à partir desquelles vont partir les futures conquêtes au cœur de l'Europe qui arriveront jusqu'à Vienne, comme nous le verrons, Inch'Allah Ta'ala, lorsque nous aborderons la biographie du sultan Suleiman le Magnifique. Je vais très vite. Les derniers événements du sultan, c'est la pacification des Balkans, la Bosnie, l'Albanie, la Serbie également. Il va les annexer. Il n'est plus question de laisser des gouverneurs locaux. À partir du moment où ceux-là ne veulent pas comprendre qu'ils doivent gouverner ces régions en notre nom, eh bien, ils seront tout simplement annexés. Il va conquérir des principautés maritimes chrétiennes qui représentent une menace pour son État. La Morée, nous avons aussi Sinope, ainsi que Trébizonde. On va revenir à ça maintenant, Inch'Allah. Relations difficiles et guerre avec Venise. Venise, en fait, maintenant, elles se sont concurrencées. Parce qu'avant, elle avait plein de comptoirs partout. Maintenant, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman a récupéré pas mal de territoires et a vu sur mer sur plusieurs océans. Ici, les Vénitiens disent, ah, ici maintenant on est concurrencés, on est voisins des Ottomans. Ils nous dérangent. Alors ici, les Vénitiens vont tenter, à leur propre dépens d'ailleurs, vont tenter de se mesurer aux Ottomans et ils vont mener une guerre contre les Ottomans qui va durer 16 ans. Et cette guerre va se solder par un échec terrible pour les Vénitiens qui vont perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes et même des territoires. On verra ça dans quelques instants. La conquête de la Crimée c'est au sud de l'Ukraine. C'est une péninsule au sud de l'Ukraine. Pourquoi Sultan Mohammed Fatih voulait prendre la Crimée? Parce que la Crimée était sous influence génoise.
Et vu que c'est une zone sous influence chrétienne, il a peur que ce soit un poignard derrière son dos. Alors il va s'en emparer. Conquête du sud de l'Italie. Ah oui. Il va prendre la commune de Otrante. Otrante, c'est une commune au sud de l'Italie. Il va marcher vers le nord, vers Napoli. Et certains historiens disent qu'il voulait aller jusqu'au Rome. Il disait, je n'arrêterai mon cheval que devant l'église Saint-Pierre. C'est là que je laisserai mon cheval s'abreuver. Alors là, le pape, donc Sixtus II, qu'est-ce qu'il va faire, ces nouveaux papes? Il va mobiliser les chrétiens d'Europe. Il va leur dire, oublions tous nos problèmes, unissons-nous, Rome va être prise. Il faut d'urgence réagir. Mais malheureusement, ce projet ne va pas aboutir parce que Mohammed V décède en 1481, pardon, et c'est là que l'expansion ottomane vers le nord de l'Italie s'arrête donc définitivement. Donc on a vu, je vais passer rapidement les images, hein, si Mohamed me permet. Une minute, et je peux faire ça en une minute, Inch'Allah. Voilà, ça c'est un peu les différents territoires. Les principautés, c'est Morée, Amasra, Sinope, très bien, surtout ce sont toutes des principautés chrétiennes qui constituent un danger pour l'Empire ottoman. Il a peur qu'il puisse un peu être comment dirais-je, une sorte de poignard derrière son dos. Vous avez ici l'image de Morée, ici, du côté de la Grèce. Là, ici, vous avez Amasra, elle est ici. C'est une autre encore principauté. Relation difficile et guerre avec Venise, on vient de le dire. Regardez, ça c'est Venise, ça. Venise, elle est là. Elle a plein de comptoirs. Tout ce qui est en jaune ici, ce sont ses comptoirs. C'est les territoires qu'elle contrôle. La conquête de la Crimée. La Crimée, c'est au sud, donc comment dirais-je, c'est au sud de l'Ukraine. Conquête de l'Italie, on vient de voir maintenant. Voilà. Donc c'est ici, c'est plus ou moins ici, au 30. Hein. Donc il voulait monter vers le nord. Ça, c'est le pape 64, moi j'ai dit 2, c'était 4, qui va tenter de mobiliser, mais c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard, ça a son avantage parce qu'il est mort. Alors, quelles sont les réalisations? Il va réorganiser l'État, construction de mosquées, encouragement des sciences et des arts, construction du palais de Topkapi. Voilà la mosquée Sainte-Sophie, vous la connaissez. Ça, c'est la mosquée Fatih, qui n'est pas passée par là. La mosquée Sultan Ayoub, c'est là que tous les sultans après viendront prêter serment selon un rituel bien défini, un code bien défini. Le palais Topkapi. Et c'est ici que repose ce géant. C'est ici que repose ce géant qui est Mohammed Fatih, dans cette tombe, dans ce mausolée qui lui est consacré. Bon, il y a beaucoup de vénération autour, mais en tous les cas, c'est ici qu'il est enterré. Voici la signature impériale on appelle ça le Togra, la signature impériale de Mohammed Fatih, rahimahullah. Et voilà un peu de lecture. Je vous propose de lire ce livre qui s'appelle donc Mehmed II, le conquérant de Byzance, 1432-1481. C'est André Clos, c'est un Français qui a écrit ce livre. Bon, il faut le lire avec un esprit critique, hein, parce que quelquefois, il y a des choses qu'il dit qui sont correctes, d'autres, il est influencé par la littérature orientaliste et comment dirais-je, et cléricale, on va l'appeler comme ça, du Vatican. Et le séminaire est terminé. Barakallahu fikoum. Pour cette première partie, Inch'Allah, nous aurons une deuxième partie.